Bonjour tout le monde, bienvenue sur la quotidienne des numériques. On est le vendredi 27 août. Bonjour aux plus ponctuels, le du chat évidemment. Salut Kalel, salut Matzvari. Bonjour Warzeo, bonjour Ras, bonjour Gileab, bonjour Egilde I80 et merci pour ton très gentil mot. Bonjour Adloco, bonjour Pépé Nicro, bonjour Aliuk, bonjour Trojo, Léo PNG, bref, bienvenue sur cet épisode du vendredi. On peut aussi envoyer des petits cœurs dans le chat et beaucoup de soutien à Karl et à Diana qui ont géré cette première semaine extrêmement intense de main de maître. Et là, on commence à trouver notre petit rythme. Merci aussi pour tous vos gentils mots. Et merci pour tous vos encouragements et tous vos retours constructifs dans nos commentaires YouTube, sur tous les replays. Donc, comme je vous le disais, Clara, Diana et Elisa s'arrachent pour pouvoir produire toutes nos vidéos du jour, plus ces replays pour qu'ils soient livrés en fin de journée tous les jours. Un grand merci. Donc, notre première semaine est très positive, mais je peux vous dire que tout le monde va très bien dormir ce week-end. En tout cas, et en attendant, des bisous à vous dans la régie. En attendant, on aura un programme très varié aujourd'hui, puisqu'il y aura du son, de la photo, évidemment, du smartphone. Un indice s'affiche quelque part, voilà, sur votre écran. Il y aura des voitures un peu camouflées. Il y aura évidemment des GAFAM. Qui dit GAFAM dit forcément de l'argent. Qui dit GAFAM dit forcément scandale. Qui dit GAFAM dit forcément nouvelle technologie. Bref, vous aurez droit à tout cela. Vous aurez aussi des sujets de société, un petit peu... comment dire? On va en discuter ensemble. Voilà, et bien sûr, tout le monde gardera sa tenue et sa civilité, sa bienveillance dans le chat, comme toujours. Et enfin, on partira. Et aujourd'hui, je vous ai montré quelques objets beaux, alors technologiques bien sûr, mais que je trouvais très beaux, et dont un bâtiment. Je ne vous en dis pas plus. On démarre tout de suite et tous ensemble en tout cas, et on va commencer tout simplement par du son. Et oh là 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 là, incroyable, Xiaomi nous sort un nouveau produit. C'est quand même, c'est incroyable. Merci pour les gentils mots dans le chat. C'est c'est vraiment, Xiaomi c'est un constructeur qui vraiment n'apparaît qu'une fois tous les 4 ans lors d'un alignement de planètes parce que vraiment ils ne sortent jamais de produits. Non, je déconne. Je crois que Xiaomi sort encore plus de produits que Samsung à leur plus grande époque. En tout cas, nous avons aujourd'hui la version européenne des Redmi AirDots 3 qui s'appelle du coup les Redmi Buds 3 Pro. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Au-delà des noms un peu compliqués et des déclinaisons à l'infini des produits chez le constructeur chinois, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un tarif plancher, eh bien, évidemment, les Redmi Buds 3 Pro vont essayer de mettre la max. Vous connaissez un peu l'ADN de Xiaomi qui a fait le succès de la marque chinoise, le succès un peu fulgurant depuis quelques années maintenant. Donc, regardez bien. Hop, 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 hop. Réduction de bruit actif, bien sûr. Alors, 35 dB, nous, perso, au labo, on n'y croit pas du tout. Mais bon, voilà, réduction de bruit active avec différents modes, voilà. Une autonomie de 6 heures avec cette réduction de bruit active. Un boîtier rechargeable USB-C, etc. Rechargeable aussi en sans fil QI. Et le multipoint pour gérer plusieurs appareils en même temps et évidemment détection de port, le Bluetooth et la certification IPX4 en gros pour lutter contre notre méchante sueur qui attaque tous ces produits tech. Bref, voilà un peu la totale. Donc tout ça, vous dites bon ben je connais ce genre de fiche technique parce que il coche à peu près toutes les cases. Maintenant le prix 60 euros. Alors là, 60 euros alors que évidemment sur le papier et en termes de spec en termes de spec, on parle plutôt d'écouteurs à 100 euros. Et là, ils sont à 60 euros chez Xiaomi. Alors, encore une fois, à voir la qualité sonore, évidemment, de ces produits. Est-ce qu'ils seront à la hauteur des ténors? Parce que je vous rappelle qu'entre 80 et 150 euros, le secteur est très très chargé. Mais voilà, toujours aussi agressif et toujours aussi actif du côté de Xiaomi avec ses écouteurs en tout cas. On enchaîne du coup et on va quitter le son, on va passer maintenant à la photo, mon petit dada. J'ai pas beaucoup de dada, mais j'en ai quelques-uns et peut-être que la photo en fait partie. En plus, peut-être que dans la photo, j'ai dans mon dada de la photo, j'ai un kink des beaux appareils. Et là, on va parler de deux appareils haut de gamme qui sont très très attendus par les photographes. Évidemment, c'est le Canon EOS R3 et le Sony A7 IV. Alors, je vous rappelle. Oui, le A7, l'EOS R3. Attendez, on va faire le A7 IV qui est déjà en photo. Je vous rappelle, le Sony A7, c'est l'appareil photo qui a un peu changé la face de l'industrie. La gamme A7, enfin Alpha 7 pardon, de Sony, c'est ce qui a permis aux constructeurs japonais d'enfin dépasser ces autres
concurrents japonais qui étaient Canon et Nikon, les indéboulonnables. Et pour la première fois, on avait vraiment des appareils qui ressemblaient à des réflexes, qui avaient plus de fonctionnalités que des réflexes, qui étaient plus compacts que des réflexes et qui commençaient à avoir un parc d'objectifs et d'optiques dignes de ceux des meilleures gammes réflexes. Et donc Sony a poussé, a été extrêmement actif ces dernières années avec donc des A7, A7 II, 3, 4, des A7R pour la haute résolution 2, 3, 4 également, et puis le A7S pour la basse sensibilité, la haute sensibilité pardon, et surtout la vidéo avec les A7 2 et 3, pas 4 ce coup-ci, avant de nous montrer un A9, un A9 II, un A1, bon bref. Ça, c'est vraiment un peu, c'était la folie de Sony durant les années 2010, où ils ont été très actifs sur le front des hybrides et ils ont réussi en fait à prendre des parts de marché jusqu'à devenir leader sur le marché des hybrides et sachant que le marché des réflexes est en train de mourir doucement. Aujourd'hui, c'est Canon qui est en train de leur courir un peu après, Nikon qui galère. En tout cas, le A7, pardon, je vous rappelle, c'est un boîtier très 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 populaire, puisque c'est un boîtier qui a quasiment toutes les fonctionnalités haut de gamme pour un tarif, on va dire, pas si haut de gamme que ça. Alors un tarif pas si haut de gamme que ça, on parle quand même de boîtiers à plus de 2000 euros hein, quand même. Mais par rapport à la concurrence, c'est un tarif qui est très intéressant et les A7 ont toujours cartonné parce que très bonne photo, très bonne vidéo, beaucoup de fonctionnalités, bref, vous connaissez Sony. En tout cas, le A7 IV est attendu au tournant avec un capteur encore plus haute résolution, on atteindrait les 33 millions de pixels. À voir. L'autre appareil, on vous en avait parlé, je vais retourner tiens, sur les numériques en direct, c'était l'EOS R3, qui est un appareil très 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 haut de gamme, puisque c'est quasiment le fleuron de chez Canon. Ce serait un boîtier qu'on appelle monobloc, donc qui intégrerait la poignée verticale que vous voyez en dessous, et c'est un appareil hybride qui sera un peu le joyau de la couronne chez Canon, qui est bien revenu dans la bataille des appareils photo, notamment avec les R5 et les R6. Donc lui, il arriverait en septembre. Je vous rappelle que normalement ces appareils très professionnels, qui vont certainement coûter plus de 5 voire 6 000 euros, le boîtier nu, sont réservés aux pros pour des gros événements sportifs en fait. Donc évidemment des JO, des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe. Après avec le décalage dans tous les sens qu'on a eu, ça a été un peu le dawa. Et j'imagine que cet appareil sortira désormais. Il a loupé les JO de Tokyo, il a loupé l'Euro 2020/2021. Il va maintenant, j'imagine, viser les Jeux Olympiques 2022 et la Coupe du Monde 2022. Mais en tout cas, très beau bébé aussi. Et donc celui-là arrivera en septembre et le Sony arriverait en octobre. Alors sortez vos portefeuilles encore une fois parce que s'il y a bien un secteur où les prix ne font qu'augmenter, c'est la photo. Que ce soit les optiques ou les boîtiers, ça pump, comme diraient certains, et ça ne dump pas en tout cas. On a maintenant fait le son et la photo. On va passer au, évidemment, smartphone, la catégorie un petit peu reine de la tech depuis quelques années. Et nos amis de chez Apple avec l'iPhone 13 qui approche, toujours plus de rumeurs, normalement. Et on a récapitulé avec Kevin un peu toutes les rumeurs quasiment, on va dire, quasiment confirmées là-dessus. Et donc on aurait le design, on vous le rappelle, hein, les cycles maintenant chez Apple ce sont des designs de 3 ans. Et donc on aurait après le design de l'iPhone 6, 7, 8, et bien on aurait le design, on a eu le design de l'iPhone 10, 10S et 11. Et bien là on est rentré dans le cycle des 3 ans de l'iPhone 12. Et donc ce serait des iPhones, encore une fois, proches des iPad Pro, avec un cerclage plat et carré, comme vous le connaissez. Là-dessus, normalement, pas de surprise. On pourrait avoir enfin cet écran 120 Hz qui est désormais présent sur une énorme partie des smartphones, que ce soit des smartphones haut de gamme ou même des smartphones entrée de gamme aujourd'hui. On a du 120, du 90, du 60, parfois de l'écran adaptatif dans le meilleur des cas, mais évidemment, c'est toujours pas arrivé chez Apple. Bon, on va pas se mentir, le 120 Hz, ça change pas la vie sur un téléphone, mais c'est toujours pareil. Vous n'en aviez pas besoin. Et puis, une fois que vous y avez goûté sur un téléphone, c'est très très dur de revenir en arrière. Enfin, c'est très dur. Non, on va pas se mentir. On peut revenir en arrière, mais c'est très confortable d'avoir du 120 Hz. Donc, je vous rappelle que, contrairement à ce que les gens pensent, iOS ne fonctionne pas en 60 Hz, puisque le taux de détection d'interaction sur iOS est de 120 scans par seconde. Donc, c'est 120 images par seconde qui se passent dans iOS. C'est ce qui fait que cet OS a l'air aussi fluide et aussi réactif. Mais l'affichage, lui, est limité à 60 images par seconde aujourd'hui. Donc dans les appareils Apple, il n'y a que l'iPad Pro qui possède l'écran 120 Hz adaptatif. D'ailleurs, c'était le premier appareil mobile à présenter ce genre d'écran. Mais en tout cas,
évidemment, on attend un petit peu de la part d'Apple qu'ils rattrapent les concurrents là-dessus. Je vous rappelle que c'est pas une technologie difficile, hein, parce que Apple se fournit chez Samsung Display en grande partie pour leurs écrans OLED, et que Samsung Display, ils font de l'écran 120 Hz adaptatif depuis maintenant un petit bout de temps. Mais en tout cas, à voir si Apple, je ne sais pas, voudrait optimiser notamment l'autonomie de ces téléphones. Alors en parlant d'autonomie, est-ce qu'on aurait une batterie plus généreuse normalement? Eh bien, à voir, et surtout pour la phrase qui m'intéresse, puisque je vous rappelle que mon téléphone préféré pour l'instant de l'année, c'est l'iPhone 12 mini. Mais le problème de l'iPhone 12 mini, c'est qu'il a une autonomie vraiment mauvaise, on va pas se mentir, hein. C'est encore une fois un tout petit téléphone avec un processeur très performant. Ça fait pas de miracle. Effectivement, par rapport à un téléphone normal, l'autonomie, elle est vraiment grévée sur l'iPhone mini. Et pourquoi? Parce qu'il a une batterie de 2227 mAh, ce qui est absolument ridicule dans les standards actuels. Donc, Apple a mis tout ce qu'il pouvait comme batterie, mais encore une fois, un iPhone mini, lorsque j'étais en vacances et que j'utilisais vraiment beaucoup toute la journée, il tenait la journée, mais pas plus. Le soir, il pouvait s'éteindre à 22 heures, quoi. Donc là, on passerait à 2406 mAh, donc un petit progrès, j'ai envie de dire. Mais pour l'iPhone mini, c'est tout ce qu'on peut faire de mieux, on va le prendre, vraiment. C'est un téléphone qui est vraiment génial, mais le problème, c'est que de par sa taille, il a une batterie vraiment, vraiment ridiculement faible. Et même si l'écran est un peu moins énergivore parce que plus petit, avec une résolution moindre, eh bien aujourd'hui, c'est son principal et peut-être son seul défaut. En tout cas, les autres copains auront aussi des batteries encore un peu plus costauds d'après les rumeurs à voir. Côté photo, évidemment, c'est la course entre tous les constructeurs et on aurait évidemment une amélioration du capteur de l'îlot photo avec ses différents capteurs, et les versions pro auraient le capteur lidar comme d'habitude. Le prix, bon, est-ce qu'ils vont maintenir leur prix? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux vous ajouter à ces rumeurs une autre rumeur qui est quand même persistante, la fameuse encoche que vous voyez ici. J'essaie de mieux vous la montrer. Hop, qu'est-ce que je peux vous montrer sans vous montrer des choses compromettantes, évidemment. Je vais pas y arriver. Hein? Est-ce que je peux vous montrer une encoche? Il veut pas que je lui montre une encoche, il me cache le truc. Bon bref, l'encoche de l'iPhone, voilà, qui est aujourd'hui très costaud. Je vais essayer de vous montrer l'équipe qui veut pas se charger, mais c'est parfait pour vous montrer l'encoche. En 2021, ça commence à prendre beaucoup de place, et la rumeur serait que dans le futur, un peu plus lointain, je vous avais parlé des rumeurs de l'iPhone, des iPhones futurs, on ait une encoche qui passe sous l'écran, et donc les fameux capteurs qu'on a sous l'écran qu'on commence à voir sur certains téléphones. En attendant, cette encoche pourrait être rétrécie. L'autre rumeur que j'ai vu passer ce matin, mais je vous la passe pas ici parce que c'est des comptes Twitter qui pour moi, on va dire, sont de tier 2, tier 3 en termes de rumeurs, donc je ne passe pas ce qui n'est pas à 100%, enfin un certain niveau de fiabilité. On parlerait peut-être du 17 septembre pour les annonces de ces iPhones. En tout cas, voilà pour le petit tour des rumeurs côté iPhone 13. Hop, à quand? Alors JL Lab nous dit à quand le pliable Made in Apple? On a eu des rumeurs il y a quelques semaines sur le fait que Apple, ils ont évidemment, comme tous les constructeurs dans leur labo, ils ont des écrans pliables. Ils sont en train de faire des tests sur des prototypes. Ça, je pense que c'est un secret pour personne que toutes les marques sont en train de faire des tests de prototypes pliables. Mais, et je vous parlerai du test du Z Flip dans quelques instants. Encore une fois, vu comment les téléphones pliables ont été un challenge hardware et deviendront ensuite, pour ce téléphone notamment, un challenge software, et connaissant Apple, j'imagine mal Apple arriver avec une solution pas mature, un minimum mature. Voilà. Apple, encore une fois, aujourd'hui, ce sont rarement les premiers à dégainer, mais généralement, ils dégainent des solutions plus matures que la concurrence. Donc, on sait qu'ils sont en train de jouer avec. Ça ne nous garantit pas que nous aurons un jour un iPhone pliable ou pliant, qui soit dépliable ou repliant, on va dire. Mais pourquoi pas? Encore une fois, à la fin de l'année, on devrait avoir d'autres constructeurs qui viennent se joindre à la danse, en tout cas. Merci pour le petit sub, Ufield, ça fait très plaisir. Hop là, j'en profite pour boire. Orange a fait fuiter une protection pour un 12S, nous dit Batix23. Ah, c'est possible, très possible. Encore une fois, 12S, 13, on verra ce que ça donne. Autre rumeur de téléphone, Vivo, le X70 Pro.
avec, bon là, on n'est plus sur des îlots photos, hein, c'est plus une île là, c'est l'Australie le truc, hein, c'est vraiment, les mecs ils ne s'arrêtent plus là-dessus, et donc on a un truc encore plus costaud que d'habitude là-dessus. Regardez-moi ça, alors boum, bon voilà, plutôt, écoutez, plutôt joli, discret de face. Derrière, ça c'est quoi ça? C'est un truc pour recharger, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça ne s'arrête plus hein, chez les constructeurs en ce moment. C'est la grande guerre pour avoir des îlots photos toujours plus énormes. Et j'ai envie de dire, vu l'épaisseur du truc, on ne se cache plus vraiment. De toute façon, avant, on essayait de cacher un peu l'appareil photo. Aujourd'hui, il a pris une telle place et là, il y a une telle demande pour des appareils photo, on va dire, toujours plus superlatifs, que c'est rentré dans le design, dans le langage design des gens. C'est gigantesque. On dirait une plancha, hein. On verra avec le service maison si on peut faire cuire du petit fenouil là-dessus. Mais toujours aussi costaud. Hop là. Normalement, ça sent quand même le téléphone assez haut de gamme, puisqu'il est très orienté photo, avec notamment une épaisseur de 11,3 mm, 1,1 cm d'épaisseur autour de l'îlot photo. Donc là, on est vraiment sur des trucs très costauds. Alcam qui nous dit arrêtons avec le fenouil, c'est pas bon. Est-ce que la région peut time out Alcam, s'il vous plaît? Team fenouil, bien sûr. Je suis d'accord. Dans certaines conditions. Les gens qui disent est-ce que c'est un écran de selfie? Oui, c'est très possible. Je taquine, c'est très possible que ce soit un écran de selfie. Je vous rappelle que le Mi 11 Ultra est lui-même équipé d'un écran un peu selfie. Et puis de la même manière ici sur... est-ce que j'ai de la batterie là-dessus ou pas? Oui. De la même manière ici sur le Z Flip, on a un petit écran qui sert aussi d'écran à selfie, bien sûr. Ah, est-ce qu'on peut offrir un sub à Tonton Côtelette, s'il vous plaît? Tonton Côtelette. Je vous jure. Il y a des gens qui n'attendent que des streams, barbecue ici, c'est vraiment fou. Justement, on parlait des téléphones pliants de Samsung. Alors ça c'est le Z Fold 2, hein, pour être tout à fait transparent, parce que le Z Fold 3, on est en train de le tester en ce moment. Mais j'ai le Z Flip 3, je vous en parle dans quelques instants. En attendant le test de l'écran, le test pardon, du Z Fold 3, on a une news labo sur le test de l'écran externe du Z Fold 3. Vous savez que nous, on a chez Lumix, ils ont des petits kinks et l'écran c'en est un. Et donc, Laure, notre chef de rubrique mobilité, a fait toute une batterie de tests sur cet écran externe du Z Fold 3, je vous rappelle. Donc, il est de la même taille, 6,2 pouces. Il a une résolution un peu supérieure, si je ne m'abuse, 2268 par 832 au lieu de 2260 par 816. Ne me demandez pas pourquoi. Il est en 24,5 neuvième et pas en 25 neuvième. Me ne demandez pas pourquoi. Mais ce qui nous intéresse, c'est tous ces beaux graphiques. Un delta E absolument impeccable à 1,9. Donc, c'est très bien paramétré, là où le Z Fold 2, il fallait le changer un petit peu. Une luminosité qui elle-même gagne jusqu'à un peu moins de 10% là-dessus. Une réflectance qui est un peu moins bonne que celle du Z Fold 2, mais là on est très proche. Et évidemment, il est 120 Hz. Donc, pour un écran secondaire, j'ai envie de dire que c'est un sacré écran, puisque le Z Fold 3 propose un écran très bien calibré, très lumineux, haute résolution et 120 Hz. Donc voilà, on est dans un monde où l'écran secondaire d'un téléphone Samsung est peut-être meilleur que l'écran principal d'un iPhone. C'est une assez bonne nouvelle. Encore une fois, on sait aussi que Samsung, depuis des années, après des débuts un peu, on va dire, foireux et fluorescents sur leurs écrans OLED, où ça envoyait un peu de toutes les couleurs, se sont bien rattrapés et aujourd'hui fournissent des écrans absolument impeccables et peut-être les meilleurs du marché en tout cas. Alors, est-ce que la batterie du Fold est moins bonne que celle de l'iPhone 12 mini? Non, monsieur papa, ne t'inquiète pas. On va vous faire des tests là-dessus. En attendant justement, et on va parler de batterie, puisque voici le Z Flip 3, qui est très beau, qui est extrêmement plaisant à utiliser, voilà, que j'ai piqué à Kevin, puisque Kevin a publié son test du Z Flip 3, et justement, c'est un téléphone qui prend 4 étoiles chez nous. Et pourquoi 4 étoiles et pas 5? Parce que vraiment, elle est très proche de la perfection. Parce que l'autonomie n'est pas ouf, malheureusement. Mais en tout cas, on va rester sur les bonnes nouvelles. On est quand même sur un téléphone qui est très puissant. On est sur un téléphone qui a une finition toujours meilleure, qui est résistant à l'eau, qui a un écran intérieur gigantesque et très bien calibré,
qui a donc un SoC de dernière génération, on est sur du 888. Bref, il y a tout. Ce qui lui manque par rapport à un Galaxy S, d'une certaine manière, c'est donc l'autonomie, qui est moins bonne qu'un Galaxy S, et la partie photo de nuit, qui n'est pas au niveau d'un Galaxy S, hein. Je vous rappelle, les Galaxy S restent les chouchous chez Samsung pour tout ce qui est photo. Vraiment, le meilleur de la photo, ce sera toujours chez eux et jamais chez les Fold, les Flip et autres. En tout cas, on est vraiment sur un téléphone déjà très mature. Alors moi, j'ai pas eu le temps de l'utiliser, là je vais maintenant pouvoir le piquer à Kevin pour pouvoir l'utiliser. Il est très plaisant et effectivement, ce qu'on attendait aussi beaucoup, c'est ce fameux écran, attendez, j'essaie de vous le montrer, écran externe avec des widgets, voilà, et qu'on espère va pouvoir s'améliorer avec le temps et pouvoir être toujours plus utilisable pour qu'en fait vraiment vous le sortez de la poche, vous checkez une comment dire, une notification, vous répondez en vocal au message, vous avez la météo, l'heure, peut-être les notifications de l'équipe ou du monde, et vraiment de quoi enlever d'une certaine manière bien 25 à 30% de raisons d'ouvrir votre téléphone pour rien. Et c'est toujours, vous savez, quand on n'ouvre pas son téléphone, enfin quand on n'allume pas son téléphone, c'est toujours un grand pas en avant pour l'humanité. Donc pour moi, le gros point fort, c'est ce fameux écran externe qui a quadruplé de taille, qui est beaucoup plus exploitable et qui surtout sert pour moi beaucoup l'intérêt de ce téléphone. C'est pas juste d'avoir du wow effect, hein. L'intérêt de ce téléphone, évidemment, c'est de moins l'ouvrir et de moins passer de temps dessus, de plus utiliser le petit écran notification qui permettrait en tout cas de gagner un peu à ne pas ouvrir un Instagram ou autre TikTok. Est-ce qu'on peut l'ouvrir à une main 10 sur Newt? Oui, démonstration. Hop. Le truc ensuite, c'est que ça marche, mais il n'y a pas de petits ressorts comme les téléphones à clapet de la grande époque. Et aussi, ce qui me fait un peu peur, c'est que, vous voyez, quand je fais ça, je mets le doigt dans le téléphone ici, et avec le pouce, j'ai évidemment le soulever. Ce qui me fait un peu peur, c'est que à terme, et on verra la fiabilité à long terme, mon ongle, après j'ai des ongles très très courts pour dire les choses poliment, mais mon ongle laisse une marque dans une certaine zone du téléphone. Alors, on a fait aussi des tests de résistance de l'écran. Encore une fois, un grand pas en avant. C'est du Gorilla Victus ou Invictus. Bonjour Kevin. Non, je te le pique pas, je te l'emprunte à long terme sans que tu le saches. Ça s'appelle un vol. On demandera notamment à Kevin, puisque le test écrit est apparu sur le site et le test vidéo va apparaître en début de semaine. Mais justement, la grande question, c'est la fiabilité à long terme de ces téléphones. Notamment notre big boss de chez les Nus, Vincent Alzieux, lui, il carbure avec le Fold 1, premier du nom. Et je peux vous dire que le Fold 1, premier du nom, il tire vraiment la gueule. La charnière, vous appuyez à peine sur le truc de l'écran, la charnière fait ploc. Donc bon, pas top. C'est une des grandes questions, c'est qu'on n'a pas encore le recul suffisant pour connaître aussi la fiabilité de tout ça. Donc est-ce que dans 2 ans, le Z Flip 3, la charnière qui est très bien aujourd'hui, hein, vous voyez, elle est très bien, hop, je peux la faire à plusieurs angles, elle est vraiment très bien. Est-ce que un jour, dans 2 ans, ma charnière fera comme ça quand je me baladerai avec? On ne sait pas encore. Est-ce que cette partie de l'écran, elle est où? Voilà. Cette partie de l'écran sera rayée ou abîmée parce qu'en fait, j'aurais poussé avec mon pouce 4 fois par jour pendant 2 ans. Et bonjour Yam Stark. Est-ce que tu es le Yam Stark que j'imagine ou pas? Je ne sais pas. Merci pour ton sub en tout cas. Mais je sais pas. Le long terme, on n'a pas le temps sur les numériques, mais évidemment, vu que certains téléphones, on peut les garder plus longtemps, alors on ne sait pas avec Samsung parce qu'il y a une disponibilité très limitée de ces téléphones pliants, mais évidemment, garder ce genre de téléphone à long terme, c'est important aussi pour voir, tout comme là, on a le Z Fold 2 qui va avoir maintenant 1 an, qui se porte très très bien, qui n'a pas, que je sache, qui n'a pas de traces d'ongles ou de trucs sur l'écran. Après, il n'a pas été utilisé intensément tous les jours, hein. La rédaction l'a utilisé un peu, moi je l'ai utilisé un peu, mais il a l'air de bien se porter. À voir. Pour le reste, en tout cas, Kevin revient un peu sur tous les bons points de ce Z Flip 3 et il n'a quasiment que des bons points. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, à 1049 €, c'est évidemment du très haut de gamme, mais c'est au niveau des très haut de gamme des autres marques et c'est pas largement au-dessus, on n'est pas à 1500, on n'est pas à 2000 €. Et donc la question se pose et peut commencer à se poser, je pense que c'est la plus grande réussite de ce téléphone, c'est on peut commencer à hésiter entre ce téléphone et un haut de gamme en fait, puisque il est extrêmement puissant, il est extrêmement beau et bien fini, il a un superbe écran intérieur, il a un écran extérieur qui a fait des progrès, et vraiment il n'y a que la photo sur laquelle il ne suit pas sur les photos de nuit, mais les photos de jour sont très bonnes. Bref, j'ai envie de dire, le concurrent
du S21, peut-être pas le S21 Ultra, mais le concurrent du S21 Plus, qui fait à peu près cette taille, c'est peut-être ce téléphone. C'est peut-être le Z Flip. Parce qu'on est sur un téléphone de taille équivalente, mais qui a la possibilité d'être beaucoup plus discret et d'être beaucoup plus sobre et de ne pas prendre toute votre attention, ce qui est un avantage énorme. Il y a évidemment le wow effect, on va pas se mentir. Franchement, tu fais ça en dîner, je peux te dire que ça marche. Tu fais ça dans le métro, je peux te dire que tu te le fais chourer aussi. Mais en tout cas, le wow effect, il ne faut pas le sous-estimer. On achète aussi des appareils pour se faire plaisir. Donc on a quand même un téléphone qui commence à avoir de sacrés arguments par rapport à un Galaxy S classique. Pour un tarif un peu supérieur à un S21 Plus, mais pas beaucoup. Les gens qui demandent, Youpu qui demande à combien il est à 1049 ou 1059 euros. Sachant que si vous êtes team Samsung et que vous connaissez les qualités et les défauts du constructeur, vous saurez vite que évidemment les gens qui ont précommandé avaient des bonus, genre des écouteurs, des choses comme ça, et puis les gens qui sont patients attendront quelques semaines et quelques mois et les prix vont certainement baisser. Bonjour, que pensez-vous du S21 Ultra de Malus Bonus? Je l'utilise assez régulièrement, c'est un téléphone que je trouve superbe. Voilà, mais on va pas partir sur un autre sujet. En tout cas, allez retrouver tout le test très complet de Kevin sur ce téléphone avec tous les graphiques, tous les benchmarks, tous les tests d'appareil photo. Bref, vous connaissez nos tests, les numériques. Et évidemment, ce point faible un petit peu, c'est évidemment l'autonomie. On nous dit qu'Aliug et Firecrest nous dit qu'il était à 900 euros en précommande. À 900 euros, encore une fois, si vous voulez vous faire plaisir sur un téléphone très haut de gamme avec vraiment une gueule d'enfer, franchement, ça se discute. Mais voilà, en tout cas, là-dessus, vous voyez, l'autonomie, on passe de 18 h à 13 h. Alors encore une fois, vous le voyez, hein, c'est pas une autonomie qui est ridicule. C'est clairement pas une autonomie qui est ridicule, puisque elle est au niveau du Fan X Pro, du Fan X3 Pro et du One 9 Plus Pro. OnePlus 9 Pro, je vais y arriver avec tous ces chiffres. Mais évidemment, c'est pas le top du top. Encore une fois, c'est une autonomie qui est correcte, hein. C'est pas une autonomie, c'est pas de l'iPhone 12 mini en fait. C'est une autonomie qui est dans la moyenne basse du haut de gamme. Voilà. L'indice de réparabilité là-dessus, parce que je vous rappelle qu'on a un taux d'indice de réparabilité 7,6 sur 10 là-dessus. Évidemment, c'est un appareil qui n'est pas facile à démonter. Et puis, évidemment, l'interface et l'OS, vous connaissez One UI de Samsung. Là-dessus, il n'y a pas de changement, même si on aura plus de nouveautés et d'aménagements pour le Z Fold, notamment que le Z Flip 3. Vraiment, le Z Flip 3, dites-vous que vous avez un Galaxy qui fonctionne comme un Galaxy normal, rien de spécifique. Et vous avez juste l'écran en plus, en tout cas. Mais vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est un téléphone extrêmement plaisant, qui donne vraiment envie et qui, je trouve, un téléphone, encore une fois, le Fold, c'est un téléphone qui est très polarisant. Parce que le Fold, c'est un paquebot, quoi. Le truc, il pèse 400 grammes, il fait 1,5 cm d'épaisseur, il est très lourd, très gros, etc. Il a un écran avec un écran externe avec un ratio qui est très vertical et très étrange. On dirait une bande d'écran. Et puis il a un écran interne que moi, du coup, j'adore. Parce qu'il a un ratio 4 tiers, j'adore ce ratio, mais qui a par contre des optimisations un peu limitées. Donc j'attends de voir sur le Z Flip 3, le Z Fold 3. Donc c'est un téléphone qui est très polarisant. C'est vraiment un téléphone pour les purs geeks, qui veulent des trucs fascinants et étranges. Vous savez, les fameux téléphones passionnants mais un peu banco. Et bien ce téléphone, c'est un téléphone que je pourrais conseiller sans souci à beaucoup de personnes qui en ont les moyens, en fait. Parce que je vais pas leur dire, par contre, attention, si tu achètes ce téléphone, les applications vont avoir une tronche un peu bizarre dessus, le passage d'un écran à l'autre, c'est bizarre. Non, là, vous avez un téléphone normal qui a l'avantage en plus de se replier sur lui-même et donc d'être mieux protégé, d'être plus compact. Donc le Z Flip 3, avec le tarif auquel il est lancé, c'est sûrement le téléphone qui, pour moi, il n'aura pas le statut de flagship d'un Fold, mais pour moi, la vraie tête de gondole et le vrai étendard du mouvement des téléphones pliants, et pliables, et dépliants, et dépliables, et repliants et repliables au choix, c'est celui-là. C'est vraiment celui-là. Et en tout cas, allez voir le test. Merci Expérience Tam pour le sub. Allez voir le test de Kevin qui est très complet. Et on vous prépare pour dans quelques jours le test vidéo aussi de Kevin. Pour ceux qui préfèrent consommer ça et puis voir un peu en action dans tous les sens, etc. etc. Voilà en tout cas, mais je suis très content et maintenant j'ai très hâte que Laure, donc la chef de service mobilité, notre chef de service mobilité, qui est en train de tester le Z Fold 3,
vienne nous voir vite avec ses conclusions. En tout cas, on essaiera aussi, puisque Karl est maintenant prêt à ce qu'on fasse des streams à 2 personnes, on essaiera de faire venir peut-être Kevin en plateau pour en parler un peu plus en détail. On va rester... juste avant qu'on enchaîne, il y a des petites questions. Alors, est-ce qu'on va tester les nouvelles Mi Pad 5 libérer la VOD dès qu'on peut. On les a, libérer la VOD. Dès qu'on peut, on les aura, on couvre, on est en relation avec Xiaomi. S'ils arrivent en France, on les aura clairement. Unable Head qui dit bonjour Lame, est-ce qu'il existe des coques de protection? Oui, il existe des coques de protection pour les folds et pour les flips. Je ne les ai juste pas ici. Je ne sais pas si Kevin est encore dans le chat, mais je ne crois pas qu'on en ait reçu, si je ne m'abuse. À voir. Alors là, je parle du Z Flip ou du Z Fold. Je parle du Z Flip. D'accord, j'ai déclenché un truc, mais bon, j'ai déclenché un truc. Est-ce que les coques sont en 2 parties? Tout à fait, Guilord. Elles sont en 2 parties. Vous avez une sorte de coque en silicone qui est là, une qui est ici. Évidemment, lorsque le téléphone se déploie, et bien, tout comme les 2 parties rentrent en contact total, les 2 parties des coques en silicone rentrent en contact total, du coup. Samsung propose une coque qui permet de ranger le stylet spécial, mais elle n'est pas pratique du tout. Oui, on parlera notamment du stylet avec le Z Fold 3. Alors, petite question, est-il envisageable de ranger le Fold 3 en dépli dans la poche? Donc, on va tester en live tout de suite. Attention, c'est mon boule. Hop. Oui, mais... je vous déconseille. Il est immense, hein. Il est vraiment immense. Je vous rappelle que ça, c'est un S21 Ultra qui est un téléphone gigantesque. Il est encore plus haut qu'un S21 Ultra. Je vous le mets à côté de l'iPhone 12 Pro Max. Il est bien plus haut qu'un iPhone... ça, c'est le Z Flip. Il est bien plus haut qu'un iPhone 12 Pro Max. Donc, à mettre dans votre poche, à moins que vous le mettez dans cette poche-là, et du coup, quand vous asseyez, il se plie avec vous. Il prend le pli du jean. Honnêtement... je suis pas certain que vous ayez envie de le mettre dans une poche dépliée. Alors peut-être une poche de veste, mais vraiment l'intérêt c'est que ça rentre dans une poche. Alors c'est plus épais, hein, mais ça rentre dans une poche normale. Vraiment, s'il vous plaît, respectez l'ADN de l'appareil, repliez-le dans votre poche. En tout cas voilà, c'est possible, mais voilà. On reste du coup chez Samsung et on va parler d'un vieux téléphone. Oh là là, ce téléphone qui a déjà au moins 18 mois, le pauvre. C'est le S20 Ultra. On a juste repéré un bon plan histoire de parler de Samsung jusqu'au bout, parce qu'on terminera notre passage sur Samsung aujourd'hui. Et le S20 Ultra qui reste à l'heure actuelle, selon nos laboratoires, le meilleur téléphone, tout modèle confondu. Eh bien, le S21 Ultra, lui, est à 879 €. Ce qui est toujours une très très bonne affaire, puisque on vous rappelle, on a testé le S21 Ultra, qui est ici, qui est un superbe téléphone haut de gamme, mais de nos tests, en termes d'autonomie, en termes d'appareil photo, de rendu d'écran, il fait pas vraiment de différence avec le S20 Ultra. Il a peut-être on va dire un SoC plus récent et peut-être plus puissant, mais dans nos tests réels, en fait, ça change pas énormément de choses. Et donc le S20 Ultra, à beaucoup d'égards, reste peut-être pour nous le meilleur téléphone Android, en tout cas selon nos résultats labo. En tout cas, après c'est une question de goût aussi, peut-être de design et d'autres petites choses, mais voilà, il est à 879 € sur Ubaldi. Donc c'est le S20 Ultra qui est en promo, pas le S21 Ultra. C'est un peu compliqué là-dessus. Hop. Alors, ça c'était le petit bon plan. On en a terminé maintenant et on va passer, oh là là, Xiaomi. Incroyable. Une actu Xiaomi, mais ce n'est pas un nouveau produit Xiaomi ce coup-ci. C'est une nouvelle politique de Xiaomi qui, là-dessus, rejoint certains constructeurs comme Apple. Et Xiaomi va brider les batteries tierces dans ses téléphones pour la performance et pour la recharge. Comme d'habitude, Xiaomi, l'argument, c'est que ces batteries ne sont pas certifiées par le constructeur et donc ils ne veulent pas prendre des risques avec notamment des charges rapides là-dessus. Et l'argument, évidemment, des revendeurs de ces batteries tierces, c'est que Xiaomi veut garder pour eux le marché des pièces de rechange et du SAV et essaye un peu de brider le marché gris des batteries, et c'est un peu la même chose que sur les téléphones Apple. Si le téléphone détecte que vous avez une batterie tierce
installé dans votre téléphone. Vous aurez en tout cas un message 1 d'avertissement, un peu alarmant évidemment, et 2, vous aurez des performances dégradées, des fonctionnalités dégradées là-dessus. Alors, encore une fois, là-dessus, débat complexe parce qu'il y a des arguments des deux côtés. Il y a beaucoup d'arguments qui vous disent que des batteries tierces fonctionnent très très bien et que c'est une décision purement commerciale. Et puis on a eu des cas un peu spectaculaires de batteries tierces, et notamment moi venant du monde de la photo, de batteries tierces qui fonctionnaient beaucoup moins bien, voire qui pouvaient, alors, j'ai pas eu d'explosion, mais qui pouvaient se dégrader très rapidement. Donc à voir, mais en tout cas Xiaomi va limiter ça. On va pas trop rentrer dans le débat parce que j'en sais pas plus. C'est juste que je pense encore une fois qu'il y a des arguments des deux côtés. Mon cher Karl, je crois que le chat a disparu pour moi. Ah, il réapparaît là. Alors, après, ça peut être dangereux la recharge rapide sur les batteries de moyenne qualité, dit Guilord. Oui, tout à fait. Encore une fois, il y a des arguments des deux côtés. Je vous rappelle que Xiaomi est en train de faire arriver une recharge ultra rapide à 240 watts, un truc d'une violence rare. Donc j'espère que les batteries sont de bonne qualité derrière. Mais Firekiss qui nous dit j'ai un Mi 4C et la batterie, j'imagine d'origine, a gonflé. Encore une fois, voilà, moi j'ai pas de stats, je peux pas vous donner d'avis définitif là-dessus sur ce genre de décision, mais en tout cas, c'est une décision qui est prise. On va maintenant reculer un peu après avoir parlé des constructeurs de smartphones. On va parler des fournisseurs de ces constructeurs de smartphones. Et évidemment, TSMC et toujours ces histoires de pénurie de semi-conducteurs et de composants. Et TSMC a annoncé qu'ils allaient faire grimper le prix de leurs produits de 10 à 20%. Et ça pourrait peut-être impacter le prix notamment de ce futur iPhone. Donc selon Nikkei et le Wall Street Journal, eh bien, toutes les puces avancées, donc gravées en 7 et 5 nanomètres, pourraient grimper de 10%, et pour l'industrie automobile, eh bien, on pourrait augmenter de 20%. Alors, j'ai envie de dire, dans l'industrie automobile, 20% sur un chipset, ça me paraît moins grave pour un véhicule qui va valoir 10, 15, 20 000, 30, 40, 50 000 euros et dont la grande majorité du coût est autre part que dans ce chipset. Par contre, sur un téléphone à 800, 900, 1000, 1100 euros, dont le chipset est une grande partie du coût, à voir si on ne va pas se récupérer derrière un 15, 20 euros d'augmentation de tarif sur les futurs iPhones. À voir en tout cas. Et à voir aussi sur les constructeurs qui, contrairement à Apple, ont une marge extrêmement réduite. Et pour eux, si n'importe quelle pièce augmente un petit peu, ils sont obligés de répercuter le tarif. En tout cas, on n'est toujours pas sorti des ronces avec ces histoires de pénurie. Et je vous rappelle que ce sera toujours le cas jusqu'à au moins début 2022 dans certaines industries, jusqu'à mi-2022 dans d'autres. Si d'ici là, évidemment, on n'a pas eu un variant de prime Delta Arcade Edition, on croise les doigts. Alors, on enchaîne maintenant avec un petit peu de software. Celle-là, je vais passer très rapidement dessus, mais ça pourrait faire plaisir à certaines personnes. YouTube Music, vous savez, cette application que personne ne connaît vraiment, parce qu'on ne sait pas si on a acheté YouTube Premium ou YouTube Plus ou YouTube Live ou YouTube Music, bon bref. Ça arrive dans Wear OS, donc ça nous permettra enfin d'avoir un lecteur de musique, j'imagine, en local, mais Google Play Music, eh bien, le successeur qui est YouTube Music, va arriver sous Wear OS dans les nouvelles Galaxy Watch de Samsung. Donc je vous rappelle qu'on a reçu les Galaxy Watch, j'aimerais bien vous en faire un test un jour et vous les montrer plus en détail, mais voilà, ça arrive. Rien d'autre à dire là-dessus, on enchaîne. On revient maintenant à Apple, mais on revient dans le software. Je vous rappelle que avec Apple, eh bien, il y a une bisbille depuis quelques années entre Apple et ses développeurs, puisqu'il y a un peu une guerre. Les développeurs voudraient pouvoir, comment dire, guider leurs clients hors de l'App Store, en fait, pour leur permettre de dépenser de l'argent hors de l'App Store. Donc au hasard, Netflix, au hasard Spotify, au hasard Fortnite, et tout, et tout, et tout. Puisque je vous rappelle que l'App Store, comme le Play Store et comme beaucoup de stores, lorsque vous dépensez de l'argent via ces stores, les tenanciers des stores prennent leur marge, les fameux 30% qui, depuis, ont un peu changé. Mais il y a eu une guerre qui est partie sur un procès aussi, et sur même divers procès, sur le fait que Apple ne laissait pas, en fait, ses développeurs prendre contact avec leurs clients et le fichier de clients qu'ils récupéraient via l'App Store pour bien les contacter pour des offres promotionnelles ou pour en tout cas dépenser de l'argent hors de l'App Store. Vous comprenez évidemment les raisons qui motivent d'un côté Apple et de l'autre côté qui motivent les développeurs. En tout cas, Apple, au mois de juin, avait laissé entrevoir
et laisser fuiter un peu dans ces conditions d'utilisation développeurs une ouverture à ce sujet. Et ils ont finalement cédé un peu à la pression de leurs clients et de leurs fournisseurs, puisque désormais, lorsque vous avez une application sur l'App Store, vous allez pouvoir aussi récupérer et exploiter les informations de vos clients qui ont rentré des informations dans votre app, mais via l'App Store, pour pouvoir, eh bien, en tout cas, leur proposer des offres hors de l'App Store, en tout cas. Et on a un communiqué de presse qui est un peu triomphant de la part d'Apple, alors qu'on va pas se mentir, Apple a perdu la bataille là-dessus, puisqu'ils ne voulaient pas que leurs clients, eh bien, encore une fois, dépensent hors de l'App Store. Vous connaissez Apple, eh bien, suite à tous les procès, je crois qu'il y a une petite amende de 100 millions de dollars aussi qui est arrivée, eh bien, regardez, on dirait qu'Apple vient de proposer des opportunités incroyables pour leurs développeurs, alors qu'en fait, Apple vient de céder aux demandes de leurs développeurs depuis plusieurs années, de pouvoir en tout cas faire de l'argent de manière, on va dire, plus flexible. Bonjour Big Bill, bonjour Big Billbot, et va te fouetter. Bonjour Otariou. J'ai un chrono qui m'embête. J'ai activé un truc sur cet écran externe de Z Flip que je ne peux plus arrêter. J'ai créé un monstre. Donc voilà, en tout cas, c'est une news qui, pour le grand public et les consommateurs, vous intéressera pas forcément. Mais si vous êtes dans l'écosystème iOS, c'est une énorme nouvelle. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le procès contre Epic Games, nous demande Sirajan? C'est possible, ça ne relève pas de ce procès précis. Il y avait eu d'autres procès et d'autres coups de pression, mais évidemment, Epic a beaucoup fait bouger les choses. Epic se battait plutôt contre le niveau de taxes qu'Apple et Google imposaient dans leur store, mais dans les autres arguments, il y avait des situations monopolistiques qui, selon Epic, donnaient à Google et à Apple des coups de pression sur leurs développeurs. Et on l'a vu dans les derniers mails, que ce soit l'un ou l'autre, eh bien, ils tiennent un peu de main de maître et dans une main de fer surtout leur écosystème. Mais aujourd'hui sur iOS, on te demande à chaque fois, nous demande Aubin, sur les applis si tu souhaites ou non être traqué, c'est pas la même chose. Alors il y a deux choses. Tu peux être traqué sur tes applications ou donner des informations, mais encore une fois, il y a différents niveaux de traçage de toi. C'est-à-dire que je reparlais encore, on en parlait il y a quelques jours, sur cette fameuse histoire de scanning de vos photos de la part d'Apple. Ça envoie des photos, ça envoie des datas, mais de manière anonyme et non exploitable, par exemple, par Apple. Donc on peut donner ces informations à Apple, mais ça ne veut pas dire que ces informations peuvent être commercialisées par des régies tierces, par exemple. Donc il y a différents niveaux d'autorisation. Hop. On en a terminé maintenant avec tout ce qui était électronique, chipset, smartphone, petits appareils. On va passer à des choses un peu plus grosses. Et merci Big Billbot pour ton abonnement de niveau 1. C'est bien. Tu peux te fouetter 2 fois moins maintenant que tu t'es sub. Voilà. Je t'autorise, mon enfant. Donc on va passer à des voitures et des voitures camouflées. Alors je ne sais pas pourquoi les deux voitures du jour sont camouflées. Alors vous allez me donner une note sur le camouflage de ces voitures. On commence par la Volkswagen ID.5 GTX. Donc au hasard, oulala, un gros SUV avec un camouflage, j'ai envie de dire, Iron Man a renversé le pot de peinture sur 20, je ne sais pas quoi dire d'autre. Jaune et rouge. Alors normalement, vous savez, le camouflage normalement permet d'empêcher la presse de bien connaître la ligne définitive d'une voiture. Bon là, les gars, désolé, hein, on a bien compris à quoi ressemblait la voiture. Qu'est-ce que c'est que ce camouflage? Bon, en tout cas, vous imaginez, c'est un SUV sportif qui va arriver et qui va normalement un tarif qui serait inférieur à celui d'une Tesla, une Tesla Model 3 en autonomie standard. Donc, je ne sais pas. Je crois que les ID3 et ID4 de chez Volkswagen marchent plutôt pas mal, mais ça arrivera à la fin de l'année pour ce gros SUV camouflé. Voilà, c'était la manière de Volkswagen de montrer leur SUV. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas les choses. J'imagine qu'on aura des peintures un peu plus sages. À quoi sert ce camouflage nous demande Eh bien écoute mon cher, ce camouflage, normalement, encore une fois, ça servait historiquement aux constructeurs pour faire des tests de leur voiture sur des circuits fermés ou des circuits ouverts en pleine rue.
et sans que la presse ne puisse prendre en photo les véhicules et faire fuiter les véhicules. C'était à la grande époque euh, des années 80-90. Donc on avait, vous savez, ces voitures avec des gros stickers noirs et blancs qui essaient de casser un peu la silhouette de la voiture. Et à l'époque, la presse engageait littéralement des illustrateurs pour redessiner complètement le véhicule et avoir les fameuses vues d'artistes. C'est devenu tellement un exercice que depuis, eh bien, les constructeurs organisent des fausses fuites de véhicules camouflés avec les médias pour faire croire à leurs lecteurs que waouh, on a chopé un véhicule dans la nature. Bon, c'est devenu tellement un truc drôle ces derniers temps parce qu'avec un coup de Photoshop, vous pouvez avoir cette voiture dans le coloris que vous voulez, que bah, j'ai envie de dire, le camouflage c'est devenu un exercice de style et un exercice de buzz d'une certaine manière. Donc voilà. Autre voiture qui a été camouflée et qui arrive bientôt, la Corvette Z06. Alors pareil, donnez-moi une petite note. Exciting Electronic Music, incroyable. Car zooming. Est-ce que je peux envoyer je peux emmener le CC? Voilà. Non, attendez, je vais enlever le sous-titre du malaise. Voilà. La Corvette Z06, alors elle est habillée d'un camouflage de type je n'ai pas le signal de la télé, bouge d'un millimètre à droite en tenant l'antenne à bout de bras. Est-ce que non, je vois pas l'image. C'est le type de camouflage que je vois sur cette voiture. Ou alors un camouflage de type beaucoup d'oiseaux me sont passés dessus, ils avaient beaucoup mangé. Ou un camouflage de type, je dirais peut-être un peu jaguar, éléphant, je ne sais pas. Un QR code, nous dit Mort Loceus. À voir. En tout cas, la voiture donne envie, hein, évidemment, la Corvette. C'est parmi les Corvettes, comme c'est garanti, hein, ce sont des très très belles voitures de sport à l'américaine. Et on attend impatiemment de voir ce que va donner celle-ci. Elle arriverait dans les concessionnaires en 2023. Un camouflage pas sanitaire. J'avoue que c'est une voiture, elle passe à tous les péages, hop, contrôle du pass sanitaire, elle est négative partout, hein. J'avoue. Mais bon, les Corvettes, allez, je me donne 2 minutes. Il y a des petits modèles de Corvette quand même qui étaient les petites Stingray et tout. Il y avait des trucs, vous voyez, là, celle-là, là. Bon, est-ce qu'elle va apparaître? Ça, c'était des lignes absolument incroyables. Alors, j'ai l'impression que il y a 90% dans le capot et le reste c'est figuration. Mais les Corvettes, regardez-moi ces phares intégrés, ce museau triangulaire. Dites-moi la régie si je commence à passer trop de temps à déraper dans le kink total, mais c'est quand même ça. Et ça, c'est du 5 sur 5. Hein. Je sais pas combien vous notez ce genre de voiture, mais ça, c'est de la très 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 belle cam. Quoi. On va pas se mentir. Hein, je suis sûr que... Attendez, laissez-moi revenir en arrière. Ça y est, il veut plus. Tant pis. Celle-ci là, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté là. Non, je vais la voir. Ah! Bon bref, regardez-moi en petit cette beauté. Oh là là. Tac. Ah, est-ce que c'est une Corvette? Non, celle-là. Et surtout les années 80. Les années 80. Ça, c'était plus les années 80. Ça, c'est vraiment la muscle car, j'ai envie de dire, un peu foireuse, mais qui depuis a bien vieilli avec le temps, mais qui à l'époque était un peu foireuse, qui a une sacrée gueule. Mais regardez-moi les proportions de cette voiture. Ce n'est pas un nez, c'est un cap, c'est un pic. Je sais plus ce que disait Cyrano de Bergerac, mais regardez la proportion de la voiture. On dirait qu'elle est bouffée par son capot. Et voilà quoi. Franchement, voilà. Corvette, c'est beau et j'attends pas moins de la Corvette Z06 qui arrivera en 2023. Ah oui, c'est un rock, c'est une péninsule. Voilà, c'est absolument incroyable. Bref, on en a terminé avec les voitures camouflées que sont la Volkswagen ID.5 GTX et la Corvette Z06. On va rester maintenant dans le camouflage avec le camouflage de votre kilométrage ce coup-ci, avec un très bon article d'Aurélien qui nous prouve que les compteurs kilométriques, eh bien, c'est toujours aussi facile de trafiquer le comptage enfin, le kilométrage de votre voiture, même si aujourd'hui les voitures sont de plus en plus électroniques et que les constructeurs vous promettent que justement il y a des sécurités, eh bien Aurélien nous montre dans cet article que c'est toujours aussi, merci à Lulsan pour ton subprime, merci beaucoup, que c'est toujours aussi facile de bidouiller un petit peu votre compteur électrique ou de vous faire avoir par une personne qui aurait bidouillé son compteur électrique, son compteur de kilométrage de sa voiture lors de la revente. En tout cas, la DAC qui nous a sorti, regardez-moi cette belle tablette, on
dirait un clone de console Switch qui sort sur un Kickstarter foireux. Mais en tout cas, pour 150 euros, vous pouvez acheter ce genre d'appareil avec, vous voyez, des poignées très ergonomiques qui vous permettra en tout cas de changer très facilement. C'est un article du Parisien qui a été repéré par Aurélien et on parle ici de Otto Rigin qui nous dit, son fondateur nous dit que au moins 10% des voitures vendues chaque année en France n'affichent pas le vrai kilométrage. Ce serait encore pire en Allemagne où on atteindrait plus de 30% sur un faux kilométrage selon la police. Alors je ne sais pas selon les organisateurs, mais voilà. Selon la police, 33%. L'association automobile allemande qui s'appelle la DAC a souhaité mettre à l'épreuve des voitures modernes pour constater la facilité avec laquelle il est possible de truquer leur kilométrage. Évidemment, c'est illégal, mais bon, ils l'ont fait pour la science. Mais en tout cas, ils l'ont fait facilement pour 150 euros avec un appareil qui en plus est vendu légalement. Et donc voilà, une Peugeot, une Ford et une Opel sont passées sur le test et elles ont toutes lamentablement échoué là-dessus. Alors ensuite, on vient sur un truc qui va peut-être encore plus vous intéresser. Comment repérer un faux kilométrage? Alors contrairement à ce que voulait Negicles dans le chat, on va pas faire un tuto pour comment traficoter votre kilométrage, mais plutôt comment repérer en tout cas un kilométrage foireux. Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de moyen précis et réel. Voilà. Par contre, il y a des éléments qui vous permettent de vous mettre la puce à l'oreille et que vos spider sense se mettent un petit peu à vibrer là-dessus. L'usure anormale de certaines pièces vis-à-vis du kilométrage annoncé doit alerter une suspicion de compteur remonté. Cela demande toutefois un œil aguerri et peut être judicieux de faire appel à un professionnel indépendant. Voilà. Les factures d'entretien permettent certes de suivre le kilométrage d'une voiture, tout comme les comptes rendus de passage au contrôle technique. Toutefois, le conducteur peu scrupuleux pourra toujours revoir à la baisse le kilométrage de sa voiture avant chaque passage à l'atelier, en tout cas. Donc encore une fois, ce sont des indices et des choses à vérifier, mais qui ne vous donnent pas une certitude à 100% que la voiture qu'on vous a vendue a bien 30 000 km au compteur et pas en fait un petit 60 000 ramené à 30 000. Il y a des bases de données publiques dont Istovec en France, voilà. Et pour la DAC, donc l'autorité allemande, il serait judicieux de remonter directement les données de kilométrage des voitures à un organisme officiel en permanence. Puisque, on vous le rappelle, le test qu'a fait la DAC dans cet article, c'est un test sur des voitures très modernes, et donc avec des compteurs électroniques et des voitures qui elles-mêmes sont connectées. Les voitures modernes sont en effet pour la plupart équipées d'une carte SIM ou une eSIM qui permettrait de communiquer leur kilométrage en temps réel. Toutefois, cette solution soulève des questions importantes, encore une fois, en matière de vie privée. Il faudrait peut-être le faire de manière anonyme et juste faire en sorte que il n'y a aucune donnée qui remonte de là où vous êtes et, quand vous envoyez votre kilométrage, mais juste qu'il y ait une alerte qui soit donnée lorsque votre kilométrage peut-être est négatif. Je ne sais pas. Warzo qui me dit c'est arrivé à mes parents, le mec avait arnaqué le garage Renault à qui il a revendu sa voiture. C'est beau. Bonjour Defend Intelligence. En tout cas, c'est un peu compliqué aujourd'hui de vraiment se prémunir de ça pour les voitures d'occasion. Et comme vous le voyez avec Warzone, comme vous voyez dans l'article d'Aurélien, même si vous achetez à un professionnel ou directement à un concessionnaire, rien ne vous dit que la personne qui a revendu son véhicule avait en amont bidouillé ce kilométrage. Raton la main, on nous dit mais il suffirait de centraliser les compteurs sur la blockchain et hop, c'est infalsifiable, accessible à tous et plus de transparence. Très possible, Raton la main. Je vous rappelle que beaucoup de technologies de crypto et de blockchain ne sont pas liées à faire de la monnaie. Il y a beaucoup de technologies de crypto et de blockchain qui sont liées à faire de la certification notamment. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À chaque contrôle technique, le kilométrage est relevé, dit COPA 2. Mais encore une fois, dans l'article, c'est précisé que justement, rien n'empêche une personne de bidouiller son kilométrage avant d'aller au contrôle technique, puisque le contrôle technique ne pourra pas détecter là-dessus si une fraude a été faite. Vous voyez ici, toutefois, un conducteur peu scrupuleux pourra toujours revoir la baisse du kilométrage de sa voiture avant chaque passage à l'atelier. Voilà. En tout cas, à voir s'il y aurait un moyen pour que effectivement les voitures envoient des données 100% anonymes et surtout envoient des données et qu'on puisse repérer qu'à un moment une voiture a juste effectué des kilomètres mais que le compteur n'a pas bougé, voire est redescendu. Là, c'est important en tout cas. Alors, on va maintenant passer à nos amis les GAFA, les GAFAM et les startups avec beaucoup de vie privée. Et on va même rentrer dans un tunnel, encore une fois,
sociéto-technologiques. Donc j'en appelle évidemment à votre bienveillance et votre intelligence, bien sûr, comme Defend Intelligence dans le chat, qui porte, j'espère qu'il sera à la hauteur de son pseudo. On va parler de beaucoup de choses. On va commencer par parler déjà de Facebook. Alors à chaque fois qu'on parle de Facebook, les gens se disent ça va pas être des bonnes nouvelles. Bon, vous allez voir, deux nouvelles autour de Facebook. La première, on va dire bonne nouvelle. Facebook étudie la création d'un comité de supervision politique chargé des élections. Voilà. Facebook, ça commence à faire 2 élections maintenant où ils sont montrés du doigt par absolument tout le monde des 2 camps pour manipuler des votes, manipuler des informations, mettre en avant des fake news, tout ce que vous voulez. Ils se sont fait taper sur les doigts par absolument tous les politiques de tout bord, par toutes les organisations et toutes les ONG civiles. Bref, c'est le mauvais élève des réseaux sociaux, des plateformes là-dessus. Donc après avoir tenté un peu à la rage de faire la chasse aux fake news, d'avoir essayé de montrer patte blanche, et encore une fois, c'était clairement pas gagné, puisqu'on a vu aussi qu'ils montraient souvent aussi patte grise, mais qu'ils n'en parlaient pas. Eh bien, Facebook, en tout cas, va réfléchir à créer un nouveau comité de supervision spécialisé dans les affaires politiques. Bonjour Marc. Regardez cet homme. Je suis sûr que Mark Zuckerberg, c'est le genre de mec, tu fais un duel de garder les yeux ouverts avec lui plus longtemps, et il te bat à 100% du temps. Je pense qu'il est invincible là-dessus. Je sais même pas s'il a déjà cligné des yeux en vrai. Bref. Mark Zuckerberg et Facebook essaient un petit peu de, encore une fois, se racheter une réputation là-dessus. Mais on va voir pour les prochaines élections, que ce soit les midterms, parce que je vous rappelle qu'on aura les midterms notamment en 2022, que ce soit d'autres élections présidentielles, eh bien, peut-être que Facebook va devenir proactif au lieu d'être complètement passif, voire complice en 2016, ou alors inefficace en 2020. À voir ce que ça va donner, puisque après pour la défense de Facebook, encore une fois, c'est un peu un problème très difficile à résoudre là-dessus, d'essayer de rendre votre plateforme à la fois neutre et puis à la fois proactive sur la politique. Très 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 compliqué. Hop là. Alors, à ce jour, Facebook n'a pas souhaité commenter ces informations et qui croit, mais le New York Times croit savoir que la création de cette entité indépendante mais financée par Facebook, alors quand tu es indépendant mais financé par Facebook, tu n'es pas indépendant, bref, pour être opérationnel avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, voilà, les midterms à l'automne 2022, ce serait aussi une manière de dédonner le comité de supervision existant des questions politiques qui le mettent parfois en difficulté. On va parler maintenant de la deuxième news autour de Facebook et vous allez voir, on va partir des États-Unis notamment et on va aller en Corée du Sud et oh, surprise, Facebook a dérapé en Corée du Sud et Facebook a collecté illégalement des données de reconnaissance faciale de ses utilisateurs là-dessus et ils viennent de se prendre une amende de 4,7 millions d'euros. 200 000 utilisateurs avaient vu leur visage et les données sur leur visage collectées par Facebook de manière totalement illégale. Méga surprise. Les autorités sud-coréennes sévissent contre les géants de la tech, en tout cas. Le PIPC, donc, qui est le gendarme un peu coréen du Sud, a annoncé que Facebook, Netflix et Google ont reçu des amendes pour diverses violations et données personnelles de leurs utilisateurs. Et tout le monde a pris des amendes, mais c'est Facebook qui a le plus triché ou qui a le plus zoulouté, on va dire, avec vos données personnelles, puisque 6,46 milliards de won, donc presque 5 millions d'euros, pour la création et le stockage de modèles de reconnaissance faciale de 200 000 utilisateurs sud-coréens entre avril 2018 et septembre 2019, sans leur consentement. C'est pas la première amende qu'ils prennent, puisqu'ils avaient déjà pris 4,8 millions d'euros, donc encore plus, l'année dernière, pour avoir transmis des données personnelles à des sociétés tierces sans l'autorisation des utilisateurs. Encore une fois, toujours pareil, je ne vous le dirai jamais assez, faites attention à ce que vous envoyez comme données, et puis faites encore plus attention à ce que vous n'imaginez pas envoyer comme données et qui peut être utilisé et revendu, et parfois sans votre consentement. Et c'est toujours pareil, on en avait parlé mercredi, je ne sais pas, les plus assidus dans le chat me le diront, on avait parlé de cet exposé, cette conférence d'un chercheur qui expliquait que la politique actuelle antitrust contre les GAFAM et les abus des GAFAM était inexistante et surtout inefficace, puisque même quand elle était un peu existante, les amendes infligées à ces opérateurs sont tellement ridicules par rapport à leurs revenus
qu'ils dégagent sur ce genre de pratique, même illégale, que pour eux, en fait, c'est rentré dans la note de frais, quoi. C'était sur la ligne note de frais, de dire, bon, note de frais du mois, bon, bah, ok, un repas pour 12, un pot de départ, 2 Uber, et puis 5 millions d'euros d'amende pour avoir triché et avoir récolté et revendu des informations, parce que pour eux, ils font tellement plus d'argent que à part deux trois amendes, qu'on ait des amendes records, notamment qu'on est en Europe, qui ont tapé notamment Google et Microsoft à plus de 500 millions d'euros. Microsoft c'était pour Internet Explorer et Google, je ne sais plus pourquoi c'était. Les amendes sont toujours beaucoup trop anecdotiques par rapport à ce que les GAFAM retirent comme argent. Merci beaucoup à toi, Bob Dub 08, pour ton petit sub. Mais c'est vraiment, c'est vraiment difficile parce que le cadre juridique de la loi n'est pas adapté à des entreprises d'une telle taille qui font autant d'argent. Et donc, du coup, encore une fois, euh, 5 millions d'euros pour Facebook, c'est ridicule. C'est ridicule. Et on imagine encore une fois qu'il y a d'autres lièvres et d'autres dossiers, d'autres squelettes dans le placard chez Facebook, mais chez aussi, comme on le voit, hein, Google, Netflix, et puis on avait vu aussi qu'Amazon a été largement épinglé, etc. Ils se font, enfin, vous suivez hein, cette ActuTech avec moi tous les jours, ces géants se font épingler, mais quasiment toutes les semaines. Toutes les semaines. Et toutes les semaines, les autorités de chaque pays, que ce soit la FCC, que ce soit ici la PIPC, etc., tapent et tapent le plus fort qu'elles peuvent. Mais bon, c'est comme si quelqu'un te disait c'est pas bien, hein. Et toi tu fais ouh ya ya. Puis derrière tu vas continuer, évidemment. Donc, en attendant que peut-être les politiques antitrust et les autorités antitrust et les autorités surtout de régulation du business de chaque pays puissent s'unir pour commencer à taper très vite, très fort et de manière unilatérale, pour l'instant, j'ai envie de vous dire que 5 millions d'euros pour Facebook, ce n'est absolument rien. Et comme le disait ce chercheur, là, c'est terrible comme comparaison, mais c'est vrai, pour eux, c'est sur une ligne note de frais et pas plus. On passe maintenant, du coup, justement, on reste dans tout ce qui est un peu algorithme et envoi de vos données, et on passe de la Corée du Sud à la Chine. Et Reuters nous rapporte que le gouvernement chinois, qui, je vous rappelle, est en train de serrer fortement le boulon sur toutes ces startups et ces géants de la tech et des télécoms, eh bien, la Chine est en train aussi de resserrer la vis sur les recommandations, sur les algorithmes, enfin sur les algorithmes de recommandation notamment. Donc voilà, la Chine vient de montrer une première version euh, d'un cadre, en tout cas de fonctionnement, pour réguler les algorithmes utilisés par les FAI pour faire notamment des recommandations à leurs utilisateurs. Et donc encore une fois, pareil, vos data, votre vie privée, comment c'est utilisé, comment c'est revendu, etc. etc. Le tout, selon le gouvernement chinois, c'est évidemment pour protéger la vie privée et la sécurité de ses utilisateurs. Alors, dans la même phrase, j'ai gouvernement et protection et vie privée de ses utilisateurs dans la même phrase. Gouvernement chinois, pardon. Bon, soit. Encore une fois, si on lit entre les lignes, on sait très bien que la vie privée n'est pas forcément le motto numéro un du gouvernement chinois, puisque la notion de vie privée est très différente en Chine qu'en France. Voilà. Mais c'est plutôt, encore une fois, un nouveau volet du gouvernement chinois qui bombe le torse et qui montre les muscles pour dire qui est le boss et qui dirige ici. Et si on veut mettre sous notre coupe toutes les startups et tous les géants du numérique chinois, on le fera et ça va aller extrêmement vite. En tout cas, voilà le gouvernement chinois qui continue un petit peu à resserrer les vis là-dessus. On va maintenant retourner aux États-Unis avec une start-up que certains et certaines d'entre vous ne connaissent pas, mais qui est une start-up extrêmement importante et extrêmement polarisante. Cette start-up s'appelle Palantir. Et donc Palantir, je vous en avais un peu parlé en filigrane, puisque je vous avais parlé notamment de scandales autour d'entreprises justement qui font de la reconnaissance faciale de masse et qui revendent ceci à des clients très spéciaux, c'est-à-dire des gouvernements en grande partie. Et donc je vous avais parlé de Clearview, notamment, qui est une entreprise qui pèse des milliards de dollars et qui paye aussi des amendes mais qui s'en fout. Je vous avais parlé de Recognition, la solution notamment d'Amazon, aussi sous le feu des critiques, mais Amazon s'en fout. Et évidemment, un des géants du game s'appelle Palantir. Palantir, c'est une entreprise énorme et Palantir est aussi célèbre puisque c'est une startup qui appartient, enfin, qui a été cofondée par Peter Thiel, qui est un start-upper, un investisseur extrêmement connu aux États-Unis, mais aussi extrêmement polarisant. Beaucoup de gens disent que c'est un peu l'arc némésis de Elon Musk parce qu'ils sont tous les deux passés par PayPal. Et donc voilà.
et qu'autour de Peter Thiel tournent des rumeurs complètement folles. Palantir également a un PDG, les gens dans le chat vont me retrouver son nom, mais qui est assez, on va dire, fantasque et assez singulier. Mais Palantir, surtout, encore une fois, est une société extrêmement performante et avancée dans la reconnaissance faciale de masse et revend à des services de douane, des autorités, des services de scrapping de visage, le tout dans une moralité très grise, on va dire. Voilà. Et Marcel Patulacci qui dit j'ai failli bosser pour eux. Alors je sais pas si tu as failli bosser pour eux, mais pour les gens qui, on va dire pareil, ont une approche de la vie privée, de la morale assez grise et puis on va dire assez flexible, si j'ai bien compris, j'ai aussi une pote qui a failli bosser pour eux, on va dire que les salaires sont bons et que les viennoiseries sont là tous les matins. Voilà, donc ça se met pas mal. Mais en tout cas, si vous vous intéressez au sujet, Palantir n'est jamais très loin de tous les gros scandales sur la vie privée qu'il y a depuis quelques années. Et donc voilà. Palantir, étonnant, c'est un peu un camoulox, vient d'investir 25 millions de dollars dans Faraday Future. Alors attention, là-dessus c'est drôle puisque Faraday Future est une autre start-up très connue et aussi très polarisée, très polarisante. Je vous rappelle que Faraday Future s'était posé comme un des concurrents frontaux de Tesla. Faraday Future, comme Tesla avait promis des voitures électriques autonomes, bref le futur. Faraday Future, comme Tesla, avait attiré des ingénieurs et des dirigeants de très très haute volée avec beaucoup d'argent. Faraday Future, comme Tesla, perdait beaucoup d'argent. Faraday Future, comme Tesla, promettait beaucoup de choses. Mais Faraday Future, contrairement à Tesla, n'a pas vraiment sorti quelque chose. Tesla, quand même, à la fin, ils ont quand même des véhicules, des projets, etc. Ils gagnent de l'argent. Enfin, oui, ils commencent à gagner de l'argent. Faraday Future, ils n'ont fait que perdre de l'argent, perdre des dirigeants, perdre des ingénieurs et passer de faillite en reprise, en réinjection de milliards de dollars. Bref, pourquoi Palantir, qui est une entreprise extrêmement rentable, extrêmement solide sur son marché de la reconnaissance faciale, va mettre 25 millions de dollars dans une des startups des entreprises les plus foireuses de ces dernières années? Eh bien, évidemment, le but du jeu, c'est que Faraday Future, à terme, utilise le système de data mining de Palantir dans ses véhicules. Alors, est-ce qu'il y aura un jour un véhicule Faraday Future? Rien n'est moins sûr, hein, mais j'ai trouvé ça un peu étonnant. Étonnant, en tout cas. Palantir dit que son logiciel servira un peu d'OS, en tout cas pour d'autres compagnies qui ont besoin de trier beaucoup de data, sans déconner en tout cas. Puisque je vous rappelle que les clients de Palantir, c'est notamment les douanes américaines, rien que ça. Mais voilà. On se rappelle en tout cas de tous les scandales, un peu. Je vous ai aussi beaucoup parlé de Pegasus, le logiciel de NSO, qui est utilisé par des gouvernements à des fins, on va dire, pas très nobles, voire illégales. Là, c'est un peu la même chose avec le software de Palantir. Je vous parle aussi de Palantir parce que Palantir ne fait pas que investir de l'argent dans des startups un petit peu foireuses avec leurs milliards de dollars. Palantir aussi fait d'autres choses avec son argent et ses ressources. Et Palantir, on apprend que, oh là là, méga surprise, et voilà, là c'est Peter Thiel que vous voyez à l'écran, méga surprise, et oups, on a dérapé, eh bien Palantir aurait permis de récupérer un accès non autorisé, en tout cas, aux data d'un homme en prison pour que le FBI y accède. Donc toujours de la même manière, Palantir sont les meilleurs amis de beaucoup de gouvernements et de beaucoup d'agences, on va dire. Mais Palantir promet que c'est la faute du FBI et que, oups, le FBI n'a pas fait exprès de violer la loi, en fait, en utilisant les softwares de Palantir pour aller récupérer des datas de manière illégale là-dessus. Mais c'est un des nombreux dérapages. Et encore une fois, vous allez voir ce genre de dérapage. C'est pour ça que je voulais faire tout un bloc là-dessus, que ce soit Facebook, Palantir et autres géants du numérique. Ils vont dire oups, ils vont se faire taper sur les doigts, ils vont se prendre un mauvais article, mais encore une fois, ce sont des boîtes qui sont complètement au-delà de tout ça. Et donc voilà. Donc Palantir, encore une fois, pareil, c'est une entreprise que je suis parce qu'elle est passionnante et que je suis parce que c'est une entreprise qui est super flippante en même temps. Absolument tout ce qui est autour de Palantir, j'ai l'impression qu'il y a un storytelling de l'entreprise flippante dans les séries télé américaines. Vraiment, il coche toutes les cases. Vraiment un fondateur très bizarre, un PDG très chelou, beaucoup d'argent, des business très secrets, des trucs très opaques, une technologie super avancée. Ils ont la totale. Ils ont vraiment la totale là-dessus. Maintenant qu'on a parlé un peu des startups et des plateformes, on va parler d'autres startups et d'autres plateformes, mais on va parler société. Alors attention,
intelligence dans le débat, ouverture d'esprit évidemment dans le débat. On va commencer par YouTube là-dessus et un rapport publié par la Fondation des femmes qui explique que sur YouTube, les stéréotypes de genre, les biais sexistes sont toujours extrêmement présents et extrêmement puissants là-dessus. Hypersexualisation, donc toujours des hommes très puissants, très machos, toujours des femmes très sexualisées, etc. Évidemment, vous pourrez trouver des contre-exemples sur YouTube, parce que sur YouTube, on peut trouver tout et son contraire. Mais là-dessus, la Fondation des femmes et son étude revient sur une des tendances de fond là-dessus. L'homme est protecteur, sportif, viril. La femme, elle, est une poupée qui peut être séductrice comme hystérique. Ces qualificatifs, qui sont tout droit sortis d'un texte écrit au XVIIIe siècle, viennent en fait d'un rapport publié tout récemment par la Fondation des femmes. Et ces stéréotypes, ce sont ceux que l'on retrouve à foison sur YouTube, l'un des médias sociaux les plus visionnés dans le monde en tout cas. Les bases de l'étude. Les membres de l'association ont visionné les 200 vidéos les plus vues sur YouTube entre 2019 et 2020. Les enseignements issus de cette exploration sont aussi édifiants qu'atterrants selon le rapport. D'une part, les femmes sont sous-représentées dans ces contenus, voilà, parce qu'encore une fois, sur les vidéos les plus populaires, 62% mettent en avant surtout des hommes, et on compte seulement 16% de vidéos, ce sont des femmes qui sont vraiment mises en avant. Pour le reste, ce sont peut-être des appareils ou des technologies. Dès qu'on parle de personnages secondaires, c'est un peu plus équilibré. Qu'ils soient féminins ou masculins, les clichés évoqués plus haut ont plus que jamais la peau dure sur les services de Google, là-dessus. Donc, si on divise les résultats entre 2019 et 2020, on note une augmentation d'une douzaine de points de fréquence de ces stéréotypes. L'une des explications de ce phénomène est la forte présence parmi les contenus les plus visionnés de clips musicaux, qui ont hélas encore beaucoup de chemin à faire avant de sortir des représentations habituelles entre le gangster macho, le fier à bras courageux et la poupée fragile, la manipulatrice vénale. C'est vrai que la dernière fois que j'étais sur la page tendance, de YouTube. J'étais là genre, ah ouais, les clips de rap, ça a pas trop changé depuis les années 90, hein, c'est voilà. En tout cas, afin de remédier à cette situation préoccupante, je vous montre pas tout le rapport de tous les détails de ce rapport, vous irez lire l'article, sur les numériques. Eh bien, la Fondation des femmes livre quelques pistes de réflexion. Faire entrer l'image des femmes sur internet dans le champ de régulation du Conseil supérieur de l'audiovisuel serait une première solution. Conditionner les financements dont bénéficient les producteurs de ces vidéos à un traitement égalitaire de ces personnages en serait un autre. Il est également suggéré de mettre en place une charte de bonne conduite entre le CSA et les plateformes de diffusion. Puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a des règles aujourd'hui et des guidelines aussi à la télévision française, à la radio, sur plein de choses, hein. Encore une fois, sur la proportion d'œuvres françaises diffusées sur des radios, par exemple, une représentativité aussi, une mixité, une inclusivité. Mais évidemment, YouTube n'étant qu'une plateforme et pas vraiment un média comme peuvent l'être TF1 ou France Télé, par exemple, YouTube, évidemment, n'est pas du tout régulé par des équivalents de CSA. Et aujourd'hui, du coup, YouTube est aussi une fenêtre de nos sociétés, une fenêtre qui raconte beaucoup de choses là-dessus. En tout cas, allez lire ce rapport intéressant de la part de la Fondation des femmes, et puis allez vous balader ensuite sur YouTube, tout bêtement. J'ai envie de dire, allez voir sur YouTube et allez voir si, du coup, YouTube représente une société qui est une société encore qui a beaucoup de progrès à faire sur ces questions-là. Mais voilà. Et encore une fois, c'est une étude, un rapport qui ne parle que d'un versant de la société, puisqu'il y a aussi beaucoup d'autres enjeux. Il y a beaucoup d'autres enjeux sur d'autres représentations, sur d'autres types de propos, etc. Et on va en parler dans quelques instants. Là, on ne parlait vraiment que de sexisme et pas d'autre chose. Voilà. Alors, on continue maintenant, et après avoir parlé d'un débat sur le genre, parlons d'un débat maintenant sur la race et la couleur de peau, avec, encore une fois, oups, c'est pas la première fois, Panasonic, qui a été pris en flagrant délit de photoshopper un homme noir en homme blanc pour retirer un homme noir de sa campagne de publicité. Et donc, un photoshopage, encore une fois, maladroit, puisqu'il est très facile de prouver le contraire. Et donc, Panasonic vient de lancer donc, des écouteurs gamers qui se posent autour de votre cou pour avoir des sortes d'enceintes de proximité sans avoir des écouteurs sur vos oreilles pour les gens qui n'aiment pas. Et le mannequin, l'homme que vous voyez là, eh bien Panasonic s'est pris la tête, son agent s'est pris la tête à le maquiller, parce que l'homme que vous voyez normalement est un homme noir dont on a retiré le visage pour mettre le visage d'un homme blanc et dont on a changé la couleur de peau, mais on a gardé, vous allez voir, on a gardé tout le reste.
Quelle est la justification de Panasonic? Le géant japonais n'a pas répondu, mais a dit qu'ils allaient mener une enquête en interne. Donc vous imaginez bien qu'un stagiaire graphiste d'une agence externe va prendre pour tout le monde. Mais le problème, c'est que c'est pas la première fois que Panasonic fait cela. Et il n'y a vraiment aucune raison autre que peut-être un biais raciste. Et vous imaginez le genre de réunion de réunion de conception de pub en disant ah non, un homme noir c'est pas assez porteur et pas assez vendeur pour ma cible de gamer, il faut des hommes blancs. Eh bien, en tout cas, c'est ce qui est arrivé, puisque, voilà, assez simplement, ce sont des visuels de cette campagne de pub de Panasonic. Et en fait, on s'est rendu compte que ce sont des images de banques d'images toutes bêtes sur lesquelles Panasonic a rajouté un dragon en 3D d'un très bon goût. On se croirait sur les meilleures pochettes de cartes graphiques des années 90, bref. Et ils ont rajouté leur fameux casque serre-tête autour de ces mannequins qui n'en ont pas. Mais en fait, il suffit de taper Gamer with a Controller sur une banque d'images et vous retrouvez les images d'origine. Et donc voilà, vous tapez Gamer with a Controller, hop, vous l'avez ici, vous avez ce genre d'image. Panasonic a acheté l'image de ce bonhomme-là, et vous voyez, ils ont éteint la lumière du contrôleur PlayStation, voilà, pour que ça fasse plus générique, et ils ont rajouté leur truc. Sur le deuxième personnage, eh bien, regardez bien, ce personnage-là, en fait, est tiré de cette image-là. Et vous avez exactement le même polo, les mêmes plis, la même position, les mêmes mains, c'est le même corps, c'est le même mannequin, mais cette tête a été retirée pour mettre la tête d'un homme blanc. Alors ce mec-là, le pauvre, c'est un mannequin de banque d'images, encore une fois, qui je pense n'a rien demandé à personne, et qui se retrouve au cœur d'une polémique avec clairement un énorme biais raciste de la part de Panasonic ou de son agence là-dessus, parce que pourquoi on ne pouvait pas mettre ce mec-là là-dessus, voilà. Et surtout, ça veut dire qu'ils ont dépensé quand même de l'argent et des ressources pour. Ils auraient pu mettre, encore une fois, vous pourriez me dire, ils auraient pu mettre quelqu'un de plus enthousiaste, donc prendre une autre photo d'un mec plus enthousiaste. Mais ils se sont quand même pris la tête à prendre ce corps, à refaire toute la colorimétrie et toute la carnation de peau de ce corps, au lieu de prendre un autre mannequin qui aurait pu juste un mec blanc de base, quoi. Ils se sont quand même pris la tête à littéralement payer un graphiste pour effacer cet homme de leur campagne de pub. Donc là-dessus, encore une fois, on a vu la même chose effectivement avec Microsoft. Et je crois que cet homme-là, ou cet homme-là, je ne sais plus, avait été retiré aussi. Voilà. À la base, c'est cet homme-là, qui était dans une banque d'images, avait été retiré d'une campagne de pub Microsoft en Pologne pour mettre un homme blanc à la place. Voilà. Donc on appelle ça tout simplement du racisme, hein, on ne va pas se tourner autour du pot longtemps. Et Panasonic aussi n'était pas à son premier coup là-dessus d'avoir fait ça. On est en 2021 les gens, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait juste avoir un peu de décence humaine, même dans des campagnes de pub? Voilà, je sais pas, juste si vous voulez pas mettre un homme noir dans une campagne de pub, c'est votre choix. Bah, prenez des photos d'un homme blanc. Ne prenez pas la photo d'un homme noir que vous allez vous prendre la tête à effacer lentement et péniblement de la campagne de pub pour qu'après le premier mec sur Twitter arrive à découvrir, à faire le match avec la photo d'origine et vous crée un scandale. Bref, un peu fatigant, un petit peu fatigant. En parlant d'hommes noirs et de technologie et de débat encore une fois qui va être après intéressant. Le Times vient de créer un musée en hommage à Martin Luther King Jr., qui, je vous rappelle, était un leader de mouvement civique très connu aux États-Unis, qui a été assassiné, et dont l'héritage et l'image sont utilisés dans tous les sens aujourd'hui, peut-être même à tort à travers. Le Times donc, a créé un musée à l'hommage de Martin Luther King, mais pour toucher les jeunes, ils ont créé ce musée dans le métaverse le plus connu du monde, évidemment, Fortnite. Et donc, Fortnite qui n'en est pas à son premier coup, parce que je vous rappelle que Fortnite avait accueilli des concerts virtuels, mais Fortnite avait aussi accueilli des discussions politiques en son sein, et c'était quelque chose d'assez intéressant. Je vous rappelle encore une fois que même si tout le monde a le buzzword Metaverse en ce moment, Fortnite est en train de s'imposer naturellement depuis quelques années comme un Metaverse, hein. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'était plutôt de se dire que les jeunes commençaient à traîner dans Fortnite pour discuter dans le chat, puis il y avait le mode créatif, etc. Puis les gens commençaient à traîner dans Fortnite, pardon, et en faire en fait une plateforme sociale dans un jeu vidéo, et c'est la même chose avec Roblox. En tout cas, Epic a embrassé ce rôle depuis quelques mois et accueilli beaucoup d'initiatives, qu'elles soient culturelles ou politiques. Et bien en tout cas, on va un cran plus loin, puisque là, cette initiative, c'est que vous pourrez vous balader dans une sorte de musée virtuel créé en hommage à Martin Luther King Jr. par le Times dans Fortnite. Là, on est vraiment dans le
c'est le camoulox total. Vraiment, un musée Martin Luther King Jr. dans un métaverse de jeux vidéo par le Time. Je ne savais pas. Alors évidemment, ça c'est le trailer qui a été annoncé par le Time. Et franchement, vous dites, encore une fois, allons chercher les jeunes là où ils sont si on veut parler avec eux et si on veut discuter avec eux. Et encore une fois, si on avait fait un musée Martin Luther King Jr. virtuel dans Second Life, personne n'y aurait été. Encore une fois, on vise une population plus jeune. Et quand j'ai vu ces images-là, je me suis dit, écoutez, il y a des musées virtuels de plus en plus. J'ai envie de dire, c'est pas con. Encore une fois, amenons l'histoire, amenons le contenu, amenons la culture là où sont les jeunes. Et encore une fois, Fortnite est un réseau social qui attire beaucoup de jeunes personnes. Si demain on a un équivalent de musée du Louvre pour les jeunes, si demain on a des débats politiques pour les jeunes et que ça se passe aussi dans Fortnite, en fait, je trouve pas ça si déconnant. Je trouve ça même plutôt intelligent. La plupart des initiatives metaverse autour de Fortnite ont été en tout cas des succès. Voilà. Donc, dans l'idée, même si au premier coup j'ai dit c'est quoi ce truc foireux, encore une fois, après quelques secondes de réflexion, je me suis dit, eh bien, c'est pas bête, c'est une communication moderne. Le truc qui m'a un peu refroidi, c'est que du coup, on a vu un peu comment ça se passait, comment ça se passait donc, pour les premières personnes qui ont été voir ce musée, et c'est un peu le malaise, en vrai, puisqu'on se retrouve évidemment avec des persos de tout et de n'importe quoi qui tapent des danses devant Martin Luther King Jr. Bon, est-ce que c'est le malaise? Oui. Voilà, je reprends ça de mon ex-collègue Aubin de jeuxvideo.com qui a fait remonter ce contenu. J'ai vu celui-ci aussi. Où est-ce qu'il est l'autre? Non, j'ai pas l'autre, je crois. Voilà. Celui-ci qui m'a beaucoup fait rigoler. C'est très marrant de voir que le xénomorphe d'Alien et Rick de Rick and Morty ont pu s'éduquer tranquillement et rendre hommage à Martin Luther King. Donc évidemment, ce sont des très grands moments de situationnisme auxquels on a droit. Hein. Mais toujours pareil, on vit une époque intéressante et passionnante. Et même si la notion de metaverse, elle est un peu bullshit en ce moment, je crois très fort, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans une émission plus spécialisée ou plus de débat, la notion de metaverse, c'est quelque chose qui va être très puissant dans les prochaines années. Et là-dessus, je crois Fortnite, je crois Facebook et Microsoft et Nvidia qui croient très fort au metaverse, et je crois qu'il y a des possibilités d'usage et des possibilités de business qui vont être gigantesques. Ce qu'on a pu voir avec des World of Warcraft, ou ce qu'on voit aujourd'hui avec des Fortnite ou des Roblox, c'est juste que les gamers ont découvert avant tout le monde le métaverse, mais dans des proportions et dans des usages extrêmement, extrêmement limités, qui étaient du jeu, que tu pouvais plus ou moins détourner pour d'autres usages. Mais la notion de métaverse, qui a aussi été tentée par Second Life, qui était tentée par le PlayStation Home, et qui ont été foireuses parce que c'était trop tôt, peut-être qu'on est en train d'arriver dans la décennie où, techniquement, commercialement, sociétalement, ça commence à devenir mature. Et je crois très fort que quelque chose va arriver. J'y crois vraiment très fort. Et je pense qu'encore une fois, tout comme en 2007, vous ne pouviez pas imaginer ce que seraient nos usages du mobile 10 ans plus tard, je pense qu'en 2021, la plupart des gens qui imaginent le metaverse ne voient qu'un truc où on va se déguiser et puis chatter avec des gens et faire deux, trois conneries. Et je pense qu'on ne se rend pas compte des usages potentiels et possibles du metaverse qui vont arriver. Voilà. Et notamment en termes de business. C'est des choses très puissantes et notamment, encore une fois, j'ai pas le temps de vous en parler parce que c'est une news que j'ai vu passer ce matin et j'ai pas le temps de bien la taffer, mais le mélange entre le monde réel et le monde virtuel, donc notamment avec la réalité virtuelle et notamment ce que Snapchat a montré, que j'ai vu ce matin, mais j'ai pas le temps de vous en parler. Le métaverse, ça va pas être World of Warcraft, le métaverse. Le métaverse, ça va plutôt être un mélange de monde virtuel et de monde réel avec le bon usage et le bon appareil. Et encore une fois, je pense qu'on va vraiment reparler et pas juste là en conférence bullshit talks, juste pour dire il fallait que je coche le terme métaverse, le buzzword métaverse dans ma présentation. Voilà, en tout cas. Bref, on a parlé de YouTube, on a parlé de Panasonic, on a parlé de Fortnite. Voilà, c'était le côté un peu société. C'était un peu costaud aujourd'hui. On a parlé trop de société, on a parlé trop de bonnes valeurs et de choses comme ça. Parlons de fric maintenant, s'il vous plaît. Et une mauvaise nouvelle, puisque on s'en est peut-être pas rendu compte, mais désormais, on a une surtaxe automatique, pas comme les antibiotiques, de 20% sur l'importation de produits hors de l'Union européenne.
et ce, même sur des produits pas chers, puisqu'à un moment, on a une taxe qui devait ne toucher que des produits à plus de 22 ou 26 euros. Je vais aller voir l'article de Mathieu en Chartier, parce que je l'ai lu ce matin, mais j'ai oublié la somme exacte. Mais désormais, eh bien, on s'en était pas rendu compte. Eh bien, les produits d'importation achetés hors des frontières de l'UE, eh bien, qui étaient déjà taxés depuis le 1er juillet à 20%, eh bien, elle s'est élargie, elle va toucher tous les produits, même les produits de moins de 22 euros en tout cas. Et donc je pense qu'on a tous eu cette belle surprise, vous savez, de recevoir un produit qu'on a acheté aux États-Unis et puis en fait le produit est bloqué à la douane parce qu'il faut payer 34 euros à UPS ou à DHL, ou alors le produit est livré et ensuite vous recevez un courrier recommandé de la part de UPS ou de DHL vous sommant de payer X euros parce qu'ils ont dû payer la douane, etc., etc. Donc en tout cas, c'est le retour, comme dirait Victor Jones, d'une certaine manière, c'est le retour de la TVA, en tout cas, qui n'était pas présente lorsque vous achetez évidemment hors de France ou hors de l'UE. Voilà. Car oui, cette nouvelle taxe prévoit que tous les produits importés hors de l'UE se verront appliquer une TVA de 20%. Mais c'est pas vraiment une TVA. Enfin, c'est compliqué parce que lorsque vous achetez des produits hors de l'UE, dans certains pays, vous payez la taxe. Alors dans certains, vous ne la payez pas, mais dans d'autres, vous payez quand même la taxe du pays. Tout n'est pas détaxable. Donc en fait, vous payez la taxe du pays dans lequel vous achetez, notamment certains pays d'Asie ou d'Amérique du Sud, et derrière, vous repayez la taxe de la France. Donc il faudrait choisir et dire que lorsque vous êtes livré hors de l'UE, automatiquement vous ne payez pas la taxe locale, ce qui est le cas normalement aux États-Unis si vous achetez un produit venant des États-Unis, et là ensuite vous payez la TVA, mais aujourd'hui c'est un peu différent puisque on peut payer la taxe locale, on peut payer des frais de douane et des frais de dossier de douane en plus, et là on aurait la taxe de la TVA à 20%. Donc c'est un peu... Bonjour l'autre gnoni. C'est un peu, pour moi c'est encore un peu nébuleux, et j'ai l'impression que dans certains cas je vais me payer 2 fois la taxe, voire 2 fois la taxe, et en plus des frais de douane et des frais de dossier. Voilà. Est-ce que les produits de Grande-Bretagne sont inclus? Nous demande Adoucissant. Adoucissant. Vos pseudos me régalent à chaque fois, je vous jure. Alors, est-ce qu'on a l'Angleterre là-dedans? Ben, normalement, on devrait avoir l'Angleterre, parce que je vous rappelle que l'Angleterre s'est exilée, comme une petite drama queen, s'est exilée de l'UE. Donc normalement, on devrait avoir cela. En tout cas, j'ai envie de dire, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une régulation des choses, mais ça va donner porter un petit coup aux gens qui sont fans d'import. Bon, tant pis, je paierai plus cher. Je respecterai la TVA en tout cas. Alors, on a parlé d'argent, on a parlé de tout ça. On termine avec 2 sections. 1, du gaming. Enfin, 3 sections. 1, du gaming. Et 2, de l'espace et des beaux produits. Vous allez voir pourquoi. Alors, d'ailleurs, je vais peut-être changer... Diana, je vais peut-être changer un ordre. Tic. Voilà, c'est tout. J'ai changé un ordre. J'ai mis la news du Pentagone en tout dernier pour terminer. Voilà, je te dirai après. Déjà, du gaming avec Netflix. Je vais vous agrandir un peu le tweet. Je vous rappelle que Netflix a annoncé ses plans pour devenir aussi une plateforme de jeux vidéo. Et donc, Netflix Pologne a annoncé qu'ils allaient être parmi les premiers, et ça a été donc traduit ici, je vous ai mis la traduction anglaise. Eh bien, parlons de Netflix et de gaming. Aujourd'hui, les membres polonais de Netflix peuvent essayer Netflix Mobile Gaming sur Android avec 2 jeux. Stranger Things 1984 et Stranger Things 3. Ce sont les tout débuts de cette offre. On a encore beaucoup de boulot à faire dans les prochains mois, mais c'est en tout cas le premier pas de Netflix dans le gaming. Alors, j'ai été voir un peu plus en détail, et en fait, bonjour Krélonidas, contrairement à ce qu'on pense, en tout cas, ce n'est pas du streaming. Je pensais en tout cas que Netflix, qui se lançait dans le gaming, aurait un volet cloud gaming, comme ils font du streaming, même si je vous rappelle que la technologie de cloud gaming est assez différente de la technologie de streaming vidéo, de streaming audio. Mais je pensais que ça allait du streaming. Et en fait, non. Là, pour l'instant, lorsque vous êtes membre polonais de Netflix, eh bien, pour choper ces jeux, en fait, vous allez vous retrouver sur un lien de téléchargement en local sur votre ordinateur ou dans le Play Store sur Android, et vous allez devoir re-rentrer vos identifiants Netflix pour avoir accès au jeu. Donc pour l'instant, en fait, c'est très... Je ne vais pas dire décevant, parce qu'encore une fois, Netflix Pologne dit que c'est les tout premiers pas, mais c'est très bizarre, parce qu'en fait, c'est juste des jeux de licence Netflix qui sont disponibles dans des stores, et vous avez juste à vous loguer sur votre compte Netflix pour y jouer. Donc c'est pas encore ce qu'on imaginait, je pensais avoir plutôt une interface, un onglet jeux vidéo dans Netflix, mais c'est pas encore le cas. C'est le tout début, mais
peut-être que dans 10 ans, lorsque Netflix aura remplacé tous les autres constructeurs et éclaté absolument tout le monde à la surprise générale, on se remémorera avec une grande émotion de ses premiers pas, quelque part en Pologne. Un jeu vidéo pourri sur Stranger Things a été le début de tout. Voilà. En tout cas, c'est très timide. On quitte Netflix, qui est peut-être un des futurs grands acteurs du jeu vidéo, pour passer à Nintendo, qui est clairement un des acteurs historiques du jeu vidéo, et un boss, un OG de chez Nintendo qui quitte la boîte après 38 ans de carrière. Le designer de la NES et de la Super NES, Lance Barr, eh bien, il se retire de chez Nintendo et on lui devra en tout cas des consoles. Il aimait bien les angles, hein. Voilà, mais il a bossé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de consoles. Après presque 39 ans chez Nintendo, eh bien, je me retire et je pars sur d'autres projets, entre guillemets, je sais pas ce que c'est. Voilà. En tout cas, il a bossé au service Design and Brand depuis 1982 et il a bossé sur des bornes d'arcade sur le marché nord-américain. Voilà. Et ensuite, il a redesigné la Famicom japonaise pour qu'elle devienne la NES notamment. Et je vous rappelle que la Famicom japonaise, hein, si je vous montre la Famicom, elle n'a rien à voir avec la NES actuelle, hein. La Famicom, c'était une console avec, voilà, vous savez, une cartouche qui venait se poser sur le dessus, un peu en mode, le fameux mode grille-pain, voilà, et des manettes qui pouvaient se mettre sur le côté. Et ça, c'était la version, c'était la Nintendo Entertainment System japonaise. La version américaine, évidemment, n'avait rien à voir, puisque c'était ce fameux bloc avec un tiroir à ressort, que les Japonais n'ont jamais vu, mais qui est devenu très célèbre chez nous. Et de la même manière, la Super Famicom était une console un peu ronde, avec un gros bouton éjecte, un peu comme ici, et la Super Nintendo américaine, qui a du coup gardé et adopté le côté grille-pain avec insertion verticale de la cartouche, a quand même gardé ce design ultra cubique, vraiment très très laid. On pourrait dire ce qu'on veut, hein. Il y a la nostalgie qui commence à rentrer en compte aujourd'hui, mais bon, bref. En tout cas, c'était l'école de Lance Barr, le designer des NES et Super NES, et donc pas des Famicom et Super Famicom, vraiment des NES et des Super NES là-dessus. Mais selon monsieur pour avoir dessiné des objets aussi iconiques, à défaut parfois d'être, j'ai envie de dire, beaux. Voilà. On continue avec les beaux objets maintenant. On quitte le gaming avec Netflix et Nintendo, mais ma transition, c'est de continuer sur des beaux objets. J'ai peut-être un kink, des fois, sur certains objets qui présentent beaucoup de boutons et de potards. Voilà. J'aime bien les boutons et les potards, ne me demandez pas pourquoi. Et pour cela, évidemment, j'aime beaucoup les tables de mixage qui ont beaucoup de boutons et de potards et de sliders. Et je voulais montrer la table de mixage de DJ A-Trak. Donc DJ A-Trak, pour les gens qui ne le connaissent pas, est un des DJ et des performants les plus réputés au monde. Si vous ne connaissez pas ses performances, il est vraiment vénère. Et il a eh bien, lancé avec Rain, qui est une marque mythique de musique et de DJing, sa version de la 70 tout, si je ne m'abuse, non, la 70 tout court, qui est une table de mixage de performance. Donc c'est vraiment des trucs pour les gens qui vont taper des concours de DJ, qui ont beaucoup de performance. Et du coup, j'adore parce que après des années à avoir des tables de mixage qui étaient toutes noires, voilà, eh bien, on a une petite table de mixage chromée un peu à l'ancienne, un peu années 80. Vous pouvez la noter sur 5, cette table de mixage, mais pour moi, elle fait tellement années 80-90, avec par contre, tout, vous voyez, tous les derniers agréments, donc un petit écran de contrôle, des molettes de performance de fader, hein, je vous rappelle que vers le haut ça lock, vers le bas vous la maintenez comme vous voulez, des pads de performance pour appeler des samples ou des fonctionnalités, des filtres qui s'interloupent les uns dans les autres pour avoir des effets complètement dingos. Donc c'est le DJing aujourd'hui moderne qui est beaucoup plus sophistiqué et qui tourne beaucoup plus autour de la prod que le DJ de l'époque qui était vraiment, il fallait scratcher, enchaîner des disques à la perfection. Aujourd'hui on était sur des trucs beaucoup plus créatifs. Mais voilà, je trouve cette table de mixage vraiment rétro-futuriste, très très belle. Combien ça coûte Si je ne m'abuse, elle coûterait vers les 1700-1800 $. Je crois que le game ce qu'on appelle des battle mixers, donc c'est les tables de mixage dédiées au duel de DJ, le très haut de gamme c'est entre Rain et Pioneer pour les gens qui ne s'y connaissent pas. Et donc chez Pioneer, il y a la DJM S7 et la DJM S11 qui sont les deux battle mixers de Pioneer entre 1400 et 2000 €, je pense. Et chez Rain, il y a la 70 et la 72 qui sont leurs deux battle mixers et qui tournent pareil entre 1400 et 2000 €. Alors évidemment, pour le commun des mortels, c'est complètement overkill et vous payez aussi la marque et le prestige, hein. On peut avoir des petites tables de mixage très sympas à quelques centaines d'euros. Mais là, on est sur le très
très très très très haut de gamme. Voilà, elle a 1849 euros nous dit Epoch, 1800 euros nous dit Wazoo. Donc c'est évidemment un prix gigantesque, mais c'est pour les gens qui ont les moyens, qui veulent se faire kiffer avec, on va dire, des objets un peu de collection, ou pour les DJ qui gagnent leur vie avec et qui ont besoin des outils très haut de gamme. Et je peux vous dire que si vous tapez dans YouTube Rain 72 ou Routine ou Rain 70 Routine avec du DJ Attrack ou d'autres performeurs, vous allez avoir des mecs qui font des trucs complètement délirants là-dessus. En tout cas, dommage, le Attrack gâche tout. Et ben c'est marrant parce que moi j'aime bien le Attrack qui est marqué en énorme là, parce que la typo elle fait, encore une fois, elle fait un peu rétro-futuriste. Mais alors je peux pas vous mettre le son parce que je pense qu'en plus un jour on va se faire striker, mais vous pouvez voir Attrack qui bosse dans son studio et qui taffe sur des routines, et vraiment allez voir ce que ce mec fait, ou allez voir ce que les meilleurs DJ font avec ce genre de table de mixage. C'est vraiment hallucinant ce qu'ils peuvent faire là-dessus. En tout cas voilà. Voilà pour le premier objet, j'ai envie de vous dire. Je vais vous montrer maintenant un deuxième objet, et on va rester ce coup-ci dans la musique avec quelque chose que je connais beaucoup moins bien que des tables de mixage, mais vous allez voir, je suis dans les transitions extrêmement fluides. Alors on reste dans la musique, mais avec un objet qui ressemble un peu à une spirale, un peu à un coquillage. C'est l'Amonito, et c'est un amplificateur slash post-effet slash equalizer pour à tout faire en fait pour votre guitare, avec vous allez voir un design en spirale un peu en coquillage. Donc les guitaristes dans le chat, dites-moi ce que vous en pensez, puisque la marque a lancé en fait un Kickstarter, voilà, qui va arriver là-dessus, et je vous montre un petit peu. Donc beaucoup plus léger qu'un ampli à guitare, parce que c'est vrai que pour moi dans ma tête un ampli à guitare c'était plutôt les gros blocs de chez comment s'appelle cette marque, Marshall. Beaucoup plus petit, puissant j'imagine, un son comme un ampli à ampoule, ok, à voir. Et puis vous voyez dessus différents effets de pied comme les pédales à effet pour les guitaristes, et des équaliseurs là-dessus. Je sais plus combien ça coûte, je crois que ça a coûté 2 ou 3 000 dollars si je ne m'abuse, hein. Attention. Je sais pas si les gens connaissent, je ne connais pas du tout les marques d'ampli ou de pédales à guitare, donc je sais pas si Amonito c'est connu ou pas connu, voilà. Euh, mais l'objet est étonnant. Alors honnêtement, je trouve pas ça très beau. Mais vous allez voir, je l'ai fait parce que ça fait ma transition entre un objet musical et un objet en forme de spirale. Mais je sais pas ce que ça vaut. Donc ah voilà. Ah, la version carbone a un petit 3 000 dollars quand même, hein, un petit peu, ça envoie. J'étais parti à 2 000, ouais, 2 000 dollars. On est à 3 000 pour la version carbone et la version classique. Voilà. Donc les spécialistes et les gens qui s'y connaissent, vous me direz ce que ça vaut. Je n'y connais rien, mais voilà. Donc pourquoi je vous ai montré cet Amonito? Bah, déjà parce qu'il a popé sur mon radar de quotidienne, évidemment, mais c'était la transition parfaite entre un objet musical qui était la table de mixage Rain de DJ Attrack, et le prochain objet, qui n'est pas vraiment un objet, qui est en forme de spirale et qui est très très beau. Regardez ça. C'est le musée d'astronomie de Shanghai, le plus grand musée d'astronomie au monde, qui vient de sortir de terre. Regardez-moi la beauté. On dirait un peu la base des Avengers, hein, on va pas se mentir, hein. Il y a un petit côté Tony Stark sur 20. Il a été créé par Ennead. Ennead est si je ne m'abuse, un studio d'architectes new-yorkais, et qui vient de livrer ce musée de l'astronomie que je trouve absolument magnifique. Je le trouve vraiment magnifique. Base de méchants, base de gentils, tout ce que vous voulez, quoi. Franchement, il est... voilà. Et donc c'est le studio new-yorkais qui est très fier, voilà, on le voit ici, de livrer ce beau bébé. Mais vraiment... Vous voyez, c'est le genre de... J'adore parce que c'est un bâtiment d'astronomie, et puis un peu comme la Géode à Paris, j'aime bien parce que c'est le genre de bâtiment qui aiguise un peu notre sens geek et notre curiosité, quoi. On se dit, le bâtiment lui-même, il a l'air énigmatique, il a l'air d'abriter en lui 20 milliards de petites merveilles, de petits labos, de trucs différents. Je parlais de la Géode de la Villette parce qu'évidemment, ce bâtiment a sa propre géode à lui, donc pour venir, évidemment, j'imagine, visionner des programmes à 360. Mais c'est très très beau. Merci à R69 pour ton avis sur l'Amonito, qui apparemment c'est du son numérique et c'est pas ce qu'on veut en tout cas. Bref, allez voir si vous voulez voir des belles choses. Cette spirale d'Ennead, puisque le cabinet qui a fait ça a dit que justement il voulait s'inspirer des spirales et des trajectoires et des orbites dans les galaxies pour montrer un peu ce bâtiment. Vous voyez, il voulait un peu jouer sur cette
énergie autour, et je trouve ça vraiment très beau et très réussi. Franchement, on n'est pas loin d'avoir une enceinte Bluetooth Bang & Olufsen ou de chez Devialet là-dessus aussi, hein. On pourrait y arriver, hein. Ou chez Vuitton, qui sait, s'y rajoute du cuir. Voilà. Mais voilà, pour le plaisir des yeux. Et enfin, ça nous permet de terminer là-dessus, sur ma dernière transition. On va rester dans l'espace ce coup-ci, mais pas pour les astronautes. On va rester dans l'espace pour les militaires. On terminera là-dessus, puisque le site breakingdefense.com, qui est un site spécialisé dans la défense et les militaires, eh bien, nous dit que le Pentagone est sur le point, et surtout un peu encore en discussion en interne, pour montrer et démontrer ses premières armes de l'espace. Absolument incroyable. Je vous rappelle que c'est parti d'une déclaration de Donald Trump, mais aussi à l'époque d'une déclaration de Ronald Reagan des années 80. Si on a une Air Force, si on a une Navy Force sur la mer et si on a une US Army Force sur Terre, pourquoi on n'aurait pas une Space Force dans l'espace? Alors on a dit, parce que pour l'instant il n'y a pas vraiment de conflit dans l'espace. Bon, ok, mais quand même. Les États-Unis, comme d'autres pays, commencent à imaginer des possibilités d'avoir des armes de l'espace. Mais c'est pas exactement ce que vous imaginez. Parce que du coup, quand j'ai lu le titre, quand il m'est passé dans mon radar, je me suis dit, oh, trop bien, on va avoir un vaisseau accroché à la Lune et qui s'empare d'astéroïdes qui passent pour les catapulter sur la Terre, bien sûr. Logique comme arme de l'espace. Et non, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça, malheureusement. Ce ne sera pas un trébuchet, désolé Microsoft. C'est un peu plus classique que ça. En fait, l'enjeu et le contexte militaire actuel, notamment dans l'espace, c'est qu'il y a de plus en plus de satellites. Il y a des satellites commerciaux, des satellites civils, des satellites scientifiques, des satellites militaires. Et que, évidemment, les grandes puissances mondiales commencent à se dire j'ai pas envie d'avoir ce satellite au-dessus de ma tronche, notamment. Et donc, on sait que, notamment, la Russie et la Chine sont en train de déployer certaines armes, alors des armes pas forcément spatiales, mais des armes anti-satellites, donc des armes anti-engin spatial. Et commenceraient peut-être à pouvoir menacer la grille de satellites militaires américains notamment. Et ce sera, en fait, la guerre de l'espace pourrait commencer depuis la Terre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Pentagone, la décision du Pentagone de montrer, de démontrer leurs premières armes nucléaires, leurs premières armes spatiales, pardon, ça m'étonnait parce que je me suis dit, mais pourquoi ils vont montrer leurs secrets à des puissances étrangères? Et bien en fait, le but du jeu, et c'est la discussion entre les différents généraux de l'armée américaine, c'est plutôt de montrer ce qu'ils sont capables de faire pour décourager, attention, le coup à deux bandes, pour décourager la Russie et la Chine d'attaquer leurs satellites. Ce sont presque des armes de dissuasion, un peu comme l'arme nucléaire a longtemps été une arme de dissuasion, sauf dans certains cas, il y a 50 ans, 60 ans. Et donc, étonnant, on aurait trois pistes d'armes là-dessus. J'essaie de vous le retrouver. On aurait des brouilleurs électroniques intégrés dans les satellites. Alors je suis là, genre c'est nul à chier, mais c'est considéré comme une arme nucléaire, comme une arme spatiale. Faut que j'arrête avec les armes nucléaires. Deux, on aurait des satellites d'escorte qui viendraient empêcher, faire barrage d'autres armes ou d'autres objets pour attaquer les satellites américains. Et trois, on aurait peut-être des rayons laser. Ah, là on retombe un peu dans la science-fiction que j'attendais pour une Space Force. On aurait des rayons laser, mais qui depuis la Terre viendraient frapper des objets dans l'espace, et notamment des objets qui pourraient menacer les satellites américains. Donc voilà, ce qui est intéressant, et c'est ma lecture du jour, on terminera là-dessus, c'est sur quoi j'aimerais que vous alliez si vous avez le temps, c'est que, encore une fois, on revient sur ce fameux dilemme de la transparence, que je vous ai dit un peu rapidement. C'est qu'en gros, les militaires américains eux-mêmes sont partagés entre le fait de montrer cette arme pour faire peur à l'adversaire et pour le décourager, et ne pas montrer cette arme pour, évidemment, garder l'effet de surprise et la rendre la plus efficace possible, et de se dire que, imaginons la Chine a développé toute une armada et a mis beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour avoir une armada pour peut-être contrer des satellites américains ou shooter des satellites américains, et bien les prendre à revers, et la Chine perdrait des années à essayer de se réadapter derrière. Donc c'est très intéressant. Si vous lisez l'anglais, parce que c'est un peu costaud, allez-y. Ça passe plutôt bien dans Google Translate aussi, parce que quand je vois des articles qui sont vraiment durs en anglais, je vois si dans Google Translate ça passe. Il passe pas mal dans Google Translate pour le comprendre, mais c'est assez passionnant, sur les technologies, 2 sur tout le côté un peu SF qu'on adore nous ici, et puis 3 sur aussi la stratégie militaire et la complexité de la stratégie militaire qui évidemment, moi je m'attendais pas à ça et j'étais parti sur un truc un peu plus bas du front, évidemment. Désolé de n'être qu'un journaliste streamer et pas un général de l'armée américaine. J'aimerais bien avoir des petites médailles sur des épaulettes comme ça à chaque fois que quelqu'un sub à ce chat, en tout cas.
Allez le lire, on vous mettra évidemment le lien dans le replay YouTube de cette quotidienne. Si vous n'avez pas le temps ou si vous êtes impatient, vous googlez Pentagon poised to unveil demonstrate classified space weapon sur Google et vous aurez cet article absolument passionnant. En tout cas, c'est la fin de cette quotidienne. Merci beaucoup à tout le monde de l'avoir suivi. Merci encore une fois d'avoir discuté avec moi, d'avoir participé, de m'avoir donné votre avis sur cette ampli à guitare qui apparemment s'annonce pas très bien, mais bon, c'est pas grave. On se retrouve évidemment dès lundi 11h pour une nouvelle quotidienne. On se retrouve en fin de journée et faites tourner le mot encore plus, c'est toujours sur YouTube pour la version intégrale et pour la version condensée que nous nous apprêtons à tourner maintenant dans la foulée quand on va couper. Donc 15 minutes ou 1h50, 45 de live pour vous tranquillement pour le week-end. Merci encore, merci pour les subs, merci pour la participation, merci pour tout. On se retrouve très vite et des bisous à vous et des bisous à Diana et à Karl. Ciao!